Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vais effectivement vous présenter les grandes conclusions autour du livre qui vient de paraître. Les grandes conclusions, à défaut de toutes les conclusions, parce qu'en 1 heure de temps, ce sera bien difficile de faire autrement, mais essayons au moins d'aborder les choses principales. Pour commencer, je prendrais les choses comme ça. L'école est quand même un drôle d'objet d'étude, au fond, parce qu'elle appartient à notre mémoire commune, à notre mémoire à tous, parce que l'école parle au fond à chacun de nous et que dès qu'on parle d'école, eh bien, aussitôt se trouvent convoquées de vieilles images, de vieux souvenirs, bons ou moins bons surtout j'espère, mais parfois moins bons aussi, si bien que toutes et tous, ou presque, on a quelque chose à dire de l'école, de l'éducation nationale, que ce soit pour parler des rythmes scolaires, des matières enseignées, de la baisse ou de la hausse du niveau des élèves, de toutes ces choses-là. On se sent un peu toutes et tous spécialistes de la question de l'école. Mais si l'école constitue quelque chose comme une sorte de passion commune, force est aussi de remarquer que dans cette histoire-là, de notre rapport collectif à l'école, il y a un sujet qui fascine et qui, d'une certaine façon, divise plus encore que les autres jusqu'au sein des repas familiaux. C'est la question du rapport entre l'école publique et l'école privée. Et si on fait une rapide revue de presse, y compris dans la période la plus récente qui soit, puisque ces dernières semaines encore, il était question de ces rapports école privée, école publique, on verrait que les choses sont généralement souvent présentées dans les médias sous l'angle de la concurrence, de la rivalité, de la lutte, voire même de la guerre entre deux écoles différentes. Et c'est par ce biais-là, du dualisme scolaire public-privé que je vous propose d'entrer dans ce sujet. Et si je vous propose d'entrer ce soir dans ce sujet-là par la question du dualisme scolaire public-privé, c'est tout simplement parce que c'est par ce biais-là aussi que je suis entré dans mon sujet et que je suis entré dans le livre qui vient de paraître. Alors vous allez me dire, école publique, école privée, a priori, on le sait tous, ces choses-là sont aussi vieilles que la République, mais du moins a priori que la Troisième République, celle de Ferry, celle de Gambetta, etc. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'en réalité, ce dualisme scolaire, public-privé, l'existence et d'écoles publiques et d'écoles privées, remonte à un siècle avant Jules Ferry, remonte à la toute première des républiques, c'est-à-dire à celle qui est née pendant la Révolution française, et donc que l'existence duale d'une école publique et d'une école privée, tout simplement, remonte à la décennie révolutionnaire. La Révolution, qui a eu l'ambition à la fois de bâtir un véritable système d'instruction publique sous l'égide de l'État, un système d'éducation nationale, comme on disait déjà à l'époque, mais la Révolution qui, dans le même temps, a autorisé pour la toute première fois l'existence d'écoles privées. Alors, je vais tuer tout de suite le suspense, et vous me le pardonnerez, mais moi-même, quand j'ai commencé mon sujet, le suspense n'a pas duré très longtemps. À la fin de la Révolution française, les écoles privées sont devenues considérablement plus nombreuses que les écoles publiques. Voilà pour la donnée fondamentale. La Révolution crée le dualisme scolaire public-privé, et à la fin de la Révolution, il y a beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Alors, mes prédécesseurs, les historiens, depuis 140, 150 ans que l'on s'intéresse à l'histoire de l'école pendant la Révolution française, avaient proposé une lecture de ce succès des écoles privées et de ces difficultés de l'école publique voulue par la République. Et cette lecture qui avait été proposée, cette interprétation qui est restée assez stable pendant 150 ans, c'était l'idée que le succès des écoles privées tiendrait à une forme d'atavisme populaire, si l'on peut dire. C'est-à-dire que, tout simplement, la victoire des écoles privées tiendrait au conservatisme politique et religieux des populations françaises à la fin du XVIIIe siècle. Les parents auraient, comme très naturellement, choisi de ne pas scolariser leurs enfants dans les écoles publiques parce que celles-ci auraient été républicaines par nature, par essence, et par républicaines ici il faut entendre qu'elles auraient été sans Dieu, dispensant un enseignement exclusivement civique, et d'un autre côté les parents auraient par contre très naturellement choisi de scolariser massivement leurs enfants dans les écoles privées, tout simplement parce que celles-ci auraient été une sorte de conservatoire et de la religion traditionnelle et des opinions, on va dire,
conservatrice, voire même franchement contre-révolutionnaire. Autrement dit, la clé de lecture qui a été proposée pendant un siècle et demi par les historiens, c'était à l'école publique la République, à l'école privée la religion et la réaction, et pour cette raison-là, le succès des écoles privées et l'insuccès des écoles publiques. Or, il se trouve que assez rapidement, cette interprétation-là m'a semblé poser problème, à au moins deux niveaux. Premier problème, c'est que cette interprétation-là sent, pardonnez-moi l'expression, mais sent quand même furieusement la Troisième République elle-même. Et il se trouve que c'est à partir de la Troisième République qu'on commence à s'intéresser à l'histoire de l'école pendant la Révolution, parce qu'on est en quête des origines, quelque part, de cette histoire-là. Et il me semblait qu'on avait un peu tendance à plaquer une lecture propre à la Troisième République sur la période révolutionnaire, au moment même où s'affrontent dans la société, dans l'espace public, dans l'espace politique, les républicains partisans de la communale, gratuite, laïque, etc., et les cléricaux davantage favorables à la liberté d'enseignement et à l'école confessionnelle. La deuxième difficulté par rapport au schéma interprétatif traditionnel, c'est que il y avait eu, dans les années 1980-1990, fin du XXe siècle cette fois, quelques travaux qui quand même invitaient assez fortement à faire bouger les lignes des interprétations traditionnelles. Des travaux qui avaient montré notamment que dans près d'une école privée sur deux, il y avait eu, à la fin de la Révolution, trace d'un enseignement républicain ou présence d'un instituteur d'opinion républicaine dans les écoles privées, près d'une sur deux. Inversement, ces travaux avaient montré que dans à peu près un gros tiers des écoles publiques, les instituteurs publics étaient considérés par les autorités républicaines et révolutionnaires comme fanatiques et hostiles à la République. Alors voilà qui rabat sérieusement les cartes tout de même. Une large place pour les opinions et la religion, on va dire, traditionnelle dans les écoles publiques, et pourtant l'école publique n'a pas triomphé. Et inversement, une place assez conséquente, près d'une école privée sur deux, pour les opinions révolutionnaires, et pourtant les écoles privées ne s'en sont pas portées plus mal. Voilà donc qui invitait à essayer de reprendre le problème sous un nouveau jour. Le problème, c'est que ces travaux-là décrivaient cette situation sans proposer forcément de grille de lecture de la raison du succès des écoles publiques et privées, et le travail restait à faire. Il y avait quand même peut-être bien une piste qui était ouverte par un historien allemand, Hans Christian Harten, qui avait fait sa thèse dans les années 1980, qui s'était intéressé à tout un ensemble de lieux. Et parmi ces lieux, il s'est intéressé à la ville d'Amiens. La ville d'Amiens, elle est intéressante parce que dans les archives, on a conservé les listes des écoliers de toutes les écoles publiques ou privées des 2 dernières années de la Révolution, 1798-99. On a les noms des écoliers, les noms des instituteurs, des institutrices, des écolières, tout ce qu'on veut. Et là, à Amiens, on se rend compte de quoi ? Eh bien, tout simplement que l'école publique à Amiens n'était pas en difficulté par rapport à l'école privée, et qu'il y avait même plutôt plus d'élèves dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Et que la différence, le choix de scolariser les enfants dans le public ou dans le privé s'était fait sur d'autres critères que la question de la réaction ou de la religion. Mais pour faire très schématique, les catégories les plus pauvres du tissu urbain allaient plutôt vers les écoles publiques à Amiens, et les filles, elles, étaient plus majoritairement scolarisées dans les écoles privées, si vous voulez. En tout cas, cette piste-là, Amiens, une ville quand même d'une bonne taille, incitait à, et ça a été mon hypothèse de départ, et la suite de mon enquête l'a confirmé après, que si on voulait comprendre pourquoi les écoles privées avaient triomphé sur les écoles publiques à la fin de la Révolution, c'est pas vers le monde des villes qu'il fallait se tourner, mais vers le monde des campagnes, le monde des villages qui regroupaient encore à peu près 85% de la population française à ce moment-là. Et c'est là, véritablement, dans les villages, que s'est joué l'échec de l'école publique et la réussite des écoles privées. Alors, pour le comprendre, il m'a fallu quand même faire du chemin. Un livre ne s'écrit pas en un jour. Et pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ces villages où quand même l'école privée a fini par l'emporter sur les écoles publiques, il m'a semblé, pour bien faire le tour du problème, qu'il était pour tout préalable nécessaire de m'interroger sur quel était le rapport de ces populations rurales à l'école au moment où la Révolution s'apprêtait à commencer. Parce que les parents qui ont scolarisé leurs enfants dans les écoles privées et pas dans les écoles publiques, ce sont des gens qui avaient une expérience antérieure à la Révolution, qui avaient un rapport éventuellement à l'école antérieure à la Révolution,
qui avaient peut-être donc une affinité particulière à l'école antérieure à la Révolution. Et donc l'idée a été de repartir en amont, de repartir jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les villages autour de l'école avant que la Révolution commence, pour mieux comprendre ensuite ce qui s'est passé dans les villages autour de l'école, une fois que la Révolution est arrivée. Et donc pour aujourd'hui, je vous propose de reprendre cette même logique. On va repartir à rebours du temps maintenant jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et puis ensuite on en viendra à la Révolution. Alors, levons un premier doute, comme l'a évoqué Nicolas Buat, a priori, quand on pense école, on pense XIXe siècle. Il se trouve que l'école était en réalité déjà très présente dans le monde rural dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'école élémentaire, ce qu'on appelait la petite école à l'époque, est apparue dans le monde rural, si on veut vraiment remonter loin, elle est apparue dans le monde rural à partir du XIIIe, XIVe siècle, au Moyen-Âge donc. Mais elle est apparue très progressivement, très lentement au départ dans les campagnes. Et puis les choses se sont accélérées de façon assez importante et décisive à la fin du XVIIe siècle. En gros, à partir des années 1670, dans le dernier tiers du XVIIe siècle, on voit une amplification de la présence des écoles dans le monde rural. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et il se trouve que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, si l'on veut essayer de faire simple et synthétique, il y a une sorte de dynamique fondamentale qui est en cours. Où que l'on soit dans le royaume de France, même si c'est parfois plus appuyé dans certaines campagnes, dans certains villages que dans d'autres, dans certaines provinces que dans d'autres, il y a une dynamique fondamentale qui est en cours et que l'on peut appeler de différentes manières, mais qu'on peut appeler quelque chose comme un processus d'appropriation locale, d'appropriation par les communautés villageoises, d'appropriation très forte par les communautés villageoises de l'école et de la fonction enseignante. Les 3 ou 4 dernières décennies de l'Ancien Régime, à la veille de la Révolution, peuvent être comprises comme un temps d'affirmation de l'école comme institution de proximité. Et ça n'allait pas du tout de soi. À la fin du XVIIIe siècle, ça n'allait pas de soi dans la mesure où à la fin du XVIIIe siècle, il y a 2 autorités extérieures au village, 2 autorités au moins qui sont extérieures au village, qui revendiquaient l'exercice d'une tutelle étroite sur l'école et sur ses maîtres. 2 autorités extérieures au village qui se voulaient être les prescripteurs exclusifs des usages scolaires qui devaient s'appliquer dans les communautés rurales. Et ces 2 autorités extérieures au village qui revendiquaient une tutelle étroite sur l'école, c'était d'une part les évêques, et d'autre part les intendants. Les intendants, c'est-à-dire les commissaires du roi dans les provinces. Alors, commençons par les évêques pour essayer de comprendre les choses. À partir des années 1730, une fois passé le premier tiers du XVIIIe siècle, les évêques français se sont mis à rédiger des règlements pour les écoles de leur ressort, des règlements qui définissaient les horaires de l'école, les types de livres à employer dans les écoles, les savoirs à enseigner dans les écoles, la manière dont les maîtres d'école devaient se comporter, la conduite des maîtres d'école, les fonctions que devaient accomplir les maîtres d'école, le type parfois même de vêtements que pouvaient porter les maîtres d'école, des prescriptions extrêmement précises et qui deviennent de plus en plus précises passé les années 1730. Les évêques étaient d'autant plus à même de le faire que depuis l'époque d'Henri IV d'abord, puis de Louis XIV ensuite plus massivement, la monarchie avait quelque part abandonné aux évêques la question du fonctionnement des écoles et de l'organisation des écoles. Et il y a un point sur lequel les évêques se montrent particulièrement vigilants tout au long du XVIIIe siècle, c'est qu'en théorie, un maître d'école, pour être recruté, doit bénéficier d'une autorisation préalable de l'évêque. C'est-à-dire qu'un candidat aux fonctions de maître d'école doit avoir été comme inspecté, si vous voulez, préalablement par l'évêque, qui va l'autoriser à être maître d'école. Et c'est aussi, les évêques insistent beaucoup là-dessus, l'évêque qui a en droit, en théorie, le droit de destituer, de démettre un maître d'école, et lui seul, normalement, a ce droit-là. Donc si on en reste pour l'instant du point de vue de la théorie, de la loi, ici de la législation épiscopale, si vous voulez, les villages n'ont aucune autorité sur les maîtres d'école. L'autorité, elle appartient aux évêques en premier lieu, et ils la délèguent partiellement, mais partiellement seulement, aux curés de paroisse, mais seulement partiellement.
Et puis il y a les intendants du roi, je vous ai dit, qui revendiquent également une tutelle sur les maîtres d'école. Les intendants du roi, eux, c'est un tout petit peu différent. Eux, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est le fait que les villages puissent contribuer à la fiscalité royale. Ce qu'ils veulent, c'est préserver la capacité contributive des villages pour que la fiscalité royale fonctionne bien. Il se trouve qu'un maître d'école dans une communauté rurale, c'est le plus gros poste de dépenses communes. C'est entre 30 et 50% des dépenses d'un village, avoir un maître d'école. Ça coûte donc cher pour une communauté rurale. Et donc, comment on les rémunère à l'époque? On les rémunère principalement par une imposition locale. Et donc, les intendants, ça les préoccupe. Si jamais une communauté se met en difficulté financière pour payer un maître d'école et qu'elle ne peut plus payer les impôts royaux, voilà qui est fâcheux. Et donc, les intendants veulent contrôler, pour cette raison fiscale, la présence des maîtres d'école. Et les intendants demandent donc que les contrats des maîtres d'école, les contrats d'engagement, leur soient systématiquement envoyés préalablement à l'exercice du maître d'école pour qu'ils puissent les homologuer par une ordonnance pour donner leur accord ou au contraire refuser la présence d'un maître d'école. Or, en dépit de ces prétentions-là, celles des évêques et celles des intendants, les régents, ça veut dire maître d'école, c'est des synonymes tout ça, les maîtres d'école de la fin de l'Ancien Régime se laissent d'abord définir par leur insertion profonde dans le tissu des affaires villageoises. Autrement dit, en pratique, ça ne marche pas du tout comme ça aurait dû marcher selon les règles fixées par l'administration épiscopale et par l'administration royale. Ça veut dire quoi que les maîtres d'école se laissent d'abord définir par leur insertion profonde dans le tissu des affaires villageoises? Eh bien, ça veut dire que généralement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un village qui veut avoir un maître d'école, eh bien, recrute un maître d'école, sans demander ni aux évêques ni aux intendants. Et il le fait comment? Il le fait, le village, en assemblée générale de tous les habitants, et pas seulement des parents d'élèves, de tous les habitants, c'est-à-dire les chefs de foyers fiscaux, des hommes donc, qui se réunissent en assemblée générale, quand ça, à l'issue de la grand-messe, c'est-à-dire le dimanche, dans l'église, les hommes se retrouvent et délibèrent ensemble pour recruter leur maître d'école, avec qui ils vont rédiger un contrat dans lequel les villageois vont eux-mêmes définir des clauses qui vont régir le fonctionnement de l'activité de maître d'école. Et puis tous les habitants ensemble, là, dans cette assemblée générale, après la messe, dans l'église paroissiale, vont également décider de s'imposer localement sur tous les foyers du village, et pas seulement sur les parents d'élèves, pour rémunérer tous ensemble le maître d'école qui va être présent au village. Et s'ils font cela, c'est parce qu'ils estiment que le maître d'école a pour fonction de servir la communauté villageoise. Et le terme de service est ici important, on y reviendra, et c'est le terme qu'on retrouve dans les contrats d'engagement. Le maître d'école doit servir la communauté villageoise. Et son service, il est fondamentalement protéiforme au maître d'école. Si on attend de lui qu'il serve, on attend de lui qu'il serve de 1000 façons différentes. Je vais lister les principales, celles qu'on retrouve dans toutes les paroisses quasiment. Le maître d'école, je vous mets ici une image qui est du début du 19e siècle, mais qui permet de résumer les choses. Le maître d'école, il est représenté ici, je vous ai mis un petit excursus là. Le maître d'école, on le recrute pour qu'il soit certes maître d'école, mais aussi le chantre principal lors des cérémonies religieuses. C'est lui qui va chanter le plein chant liturgique pendant la messe, pendant les cérémonies religieuses. Mais c'est pas tout. On attend également de lui, outre qu'il soit chantre, et c'est le chantre principal dans ce cas-là, on attend de lui qu'il soit le bedeau et le sacristain de la paroisse, c'est-à-dire que c'est lui qui va assister le curé dans l'administration des sacrements, c'est lui également qui va assurer la propreté, l'entretien de l'église, l'entretien du linge d'église, des mobiliers d'église, etc. Mais c'est pas tout. On attend également de lui qu'il soit sonneur des cloches du village, c'est lui qui sonne les cloches 3 fois par jour pour l'Angélus et dans les circonstances exceptionnelles. On attend encore de lui qu'il soit remonteur de l'horloge communale pour qu'elle tourne correctement. On attend également de lui, et là le modèle va avoir la vie longue, qu'il soit secrétaire greffier de la communauté villageoise, c'est-à-dire qu'il rédige les délibérations villageoises, voire même les registres de baptême, mariage, sépulture avec le prêtre de la paroisse. Et vous savez que le modèle de l'instituteur secrétaire de mairie va quand même avoir la vie sacrément longue. Mon grand-père, à titre personnel, dans la seconde moitié du XXe siècle, était instituteur secrétaire de mairie, et ça remonte à très longtemps. On attendait encore de lui qu'il soit arpenteur, c'est-à-dire qu'il représente les terres des villageois ou les terres communes sous forme de cartes figurées. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup.
Mais cette pluriactivité-là, fondamentale, qui caractérise les maîtres d'école, elle peut s'expliquer, tout simplement parce que elle peut s'expliquer par un seuil démographique. Et c'est là que j'en viens à vous expliquer ce que j'entends par village. Au gré de mes dépouillements d'archives, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces maîtres d'école qui faisaient tout ça, ils étaient maîtres d'école dans des communes rurales qui font moins de 2000 habitants. En dessous de 2000 habitants, les maîtres d'école, ils font toujours tout ça. Au-dessus de 2000 habitants, par contre, on voit apparaître dans les comptes des communautés locales un personnel un peu plus spécialisé, des gens qui ne sont que chantres, des gens qui ne sont que secrétaires greffiers, puis des gens qui ne sont que maîtres d'école, qui ne font qu'enseigner. En dessous de 2000 habitants, par contre, ils accomplissent toutes ces fonctions. Autrement dit, pour mon sujet du moins, 2000 habitants, c'était la limite entre le monde villageois, en dessous de 2000 habitants, et au-dessus, le monde des villes. Dans les villes, les maîtres d'école ne sont qu'enseignants. En dessous, ils font plein d'autres choses. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en dessous de 2000 habitants, les communautés locales n'ont pas assez de moyens financiers, tout simplement, pour pouvoir rémunérer un personnel spécialisé pour accomplir séparément chacune de ces fonctions. Et donc la seule solution pour accomplir au sein de la communauté toutes ces fonctions, c'était de bâtir une sorte de fonction multicasquette, pourrait-on dire, où une seule personne fait tout. Mais si on s'est embêté à faire une fonction comme ça, protéiforme, où un seul personnage accomplit tout ça, ça veut aussi dire que pour les villageois, toutes ces fonctions étaient très importantes. Et effectivement, toutes ces fonctions sont liées entre elles par un point fondamental. Toutes ces fonctions permettent de rendre possibles les manifestations de la vie collective locale. Toutes ces fonctions, aussi diverses soient-elles, permettent de dire l'existence même de la communauté villageoise. Reprenons-en quelques-unes pour essayer de le comprendre. Le maître d'école est sonneur des cloches. Fonction de grande portée symbolique que sonner les cloches. Le sonneur des cloches, c'est celui qui rythme les journées de travail en sonnant l'angélus du matin, du midi et du soir. C'est lui qui sacralise les jours qui sont travaillés comme les jours fériés. Mais on sait aussi, parce que les travaux d'Alain Corbin sont passés par là, que la sonnerie des cloches villageoises a une portée symbolique encore plus grande. Dans les communautés rurales de l'époque, on imaginait que les limites du territoire de la communauté villageoise coïncidaient avec la limite du rayon sonore des cloches. Là où on arrête d'entendre la cloche du clocher de sa paroisse, c'est là où commence la paroisse d'à côté. Par ailleurs, à l'époque, on considérait que les orages, les nuées d'orage, étaient peuplés de démons qui avaient en horreur la sonnerie des cloches. Et donc, si on voulait éviter l'orage avec ce que ça peut véhiculer de grêles, de pluies violentes qui détruisent les récoltes, on pensait qu'il fallait sonner les cloches à tout rompre pour dissiper les démons qui étaient dans les nuées d'orage. Et qui faisait ça ? Le maître d'école, qui avait donc une fonction avec la sonnerie des cloches de dire le territoire et ses limites, mais aussi de protéger le territoire. En tant qu'arpenteur, là aussi, mission symbolique importante, il était celui qui dressait des cartes du territoire commun. Chantre à l'église. Il était le chantre principal de ce plein chant liturgique dont les travaux des musicologues notamment, et je pense ici aux travaux du regretté Xavier Bizarro, ont montré que ce plein chant liturgique était vécu par les communautés villageoises comme le chant d'une communauté tout entière. Et en réalité, à la suite du chantre principal qui était le maître d'école, c'était toute la communauté des fidèles qui reprenait le chant avec le chantre. En tant que bedeau et que sacristain, il était celui qui assurait l'entretien du lieu de culte, mais le lieu de culte était fondamentalement le lieu de manifestation de la vie collective locale. Pour la messe, mais aussi c'était le lieu où on se rassemblait pour débattre et délibérer ensemble des affaires villageoises. Enfin, et c'est symboliquement très important, les maîtres d'école étaient les vecteurs, momentanés certes, mais les vecteurs quand même durant leur fonction de la mémoire locale, d'une part en enregistrant par écrit les délibérations villageoises ou les baptêmes, mariages, sépultures des paroissiens, mais également par leur voix, puisque les contrats d'engagement des maîtres d'école étaient particulièrement insistants sur le fait que les maîtres d'école devaient chanter et assister le curé pour les messes de fondation et les obites, c'est-à-dire les cérémonies religieuses faites en mémoire des défunts du village, ce qui était une fonction là aussi symboliquement très importante pour des communautés rurales qui estimaient que leurs droits sur le territoire commun, sur le finage, dépendaient finalement de la communauté des morts qui avait précédé la communauté des vivants. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se poser la question, est-ce que les maîtres d'école étaient donc des personnages extrêmement importants au village ? Alors, ce serait aller un peu vite en besogne que de conclure ça. En réalité, on peut même dire pas du tout. Les maîtres d'école étaient des personnages secondaires dans la vie collective villageoise. Je vous ai dit qu'on les recrutait pour servir la communauté villageoise, et ici le terme de service doit être entendu au sens de serviteur et même au sens de
domestique d'une certaine façon. Un domestique qui cependant n'avait pas un maître unique, mais qui avait pour maître l'ensemble des habitants du village qui le rémunéraient. Et d'ailleurs, il y a plusieurs indices qui suggèrent combien les maîtres d'école étaient perçus comme des serviteurs au service de la communauté. Tenez, on les payait, on les rémunérait par un système d'imposition locale, je vous l'ai dit. On les rémunérait d'ailleurs pour tous ces services-là et pas pour l'école, parce que pour l'école, les parents payaient en plus pour la scolarité de leurs enfants. On leur donnait un salaire pour ces fonctions-là de service de la communauté. Mais ce salaire, on appelait ça des gages. Et les gages, si vous regardez un dictionnaire de l'époque, c'est le salaire du domestique. Dans les clauses des contrats d'engagement, très régulièrement, on en retrouve une qui est typique également de la domesticité, c'est-à-dire qu'on contrôle l'entièreté du temps quotidien d'un maître d'école. Il doit être mobilisable au service de la communauté aussi bien de jour que de nuit. Si jamais le curé doit aller assister un mourant pour lui délivrer les derniers sacrements, le maître d'école doit pouvoir être tiré du lit pour accompagner le curé. Mais si un maître d'école veut quitter la paroisse le temps de régler une affaire personnelle, familiale, auprès d'un notaire dans une ville ou un village voisin, il y a des clauses dans les contrats de recrutement qui précisent que pour quitter la paroisse, il va devoir demander l'autorisation à la communauté villageoise. Donc ces déplacements même sont contrôlés par la communauté villageoise. Compte tenu des fonctions symboliques accomplies par les maîtres d'école au service de la communauté rurale, permettre de dire l'existence de la communauté villageoise, permettre l'existence de la communauté villageoise. Compte tenu aussi du statut de serviteur de la communauté villageoise, on comprend sans peine pourquoi les villages ont éprouvé le sentiment assez vif à la fin de l'Ancien Régime que les clauses qu'ils rédigeaient dans les contrats d'engagement du maître d'école, qu'ils rédigeaient tous ensemble en assemblée générale, après la messe, les dimanches, eh bien que ces clauses-là leur étaient propres à eux, villageois de ce village-là, et que ces clauses étaient irréductibles au village qui les avait définies. Il y a des termes qui reviennent très régulièrement d'un contrat d'engagement à un autre lorsqu'on les lit. C'est quoi ? C'est l'idée que le maître d'école devra accomplir ses fonctions conformément à l'usage de cette communauté-là, conformément à la tradition de cette communauté-là et pas des communautés voisines. Autrement dit, il y a un sentiment très fort, à la veille de la Révolution, que l'école et ses maîtres procèdent de la coutume propre à chaque communauté villageoise, qui les distingue des communautés villageoises avoisinantes. Alors, vous allez me dire, ça fait quand même un moment qu'on a commencé et pour l'instant, on a parlé des chantres, des bedeaux, des sacristains, des secrétaires greffiers, des arpenteurs. Il y a quand même une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la fonction de maître d'école, c'est-à-dire la fonction d'enseignant. Eh bien, parlons-en quand même. Il se trouve que dans ces activités d'enseignement, puisqu'il va de soi qu'un maître d'école enseignait tout de même, eh bien, dans ces fonctions d'enseignement, on attendait du maître d'école finalement la même chose que pour les autres fonctions qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que ces fonctions enseignantes étaient régies par le même impératif de perpétuation de la communauté telle qu'elle s'imaginait dans sa culture et dans ses pratiques partagées qui fondaient l'identité du groupe local. L'école, pour le dire encore autrement, avait d'abord pour fonction d'apprendre aux enfants à faire communauté. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les activités strictement pédagogiques du maître d'école font aussi partie de ces activités qui sont encadrées par la communauté dans les contrats de recrutement des maîtres d'école. Et on attend dans les contrats de recrutement de maîtres d'école que le maître d'école accomplisse ses fonctions d'enseignant conformément à l'usage établi dans cette paroisse-là, spécifiquement, selon les rythmes de cette paroisse-là spécifiquement, chaque paroisse définissant les horaires quotidiennes, les horaires saisonnières, les horaires annuels également de l'activité enseignante. Alors, comment la classe pouvait-elle apprendre aux enfants à faire communauté ? Eh bien, par une façon de faire classe qui, au fond, et paradoxalement, était la même dans quasiment toutes les paroisses rurales de la fin du XVIIIe siècle, quoique les communautés rurales en question en aient pensé, en imaginant que cette façon-là d'enseigner leur était propre. Et cette façon d'enseigner est demeurée très largement répandue dans les campagnes jusqu'à l'époque de Guizot. À l'époque de Guizot, c'est encore 30-40% peut-être des communautés villageoises qui enseignent selon cette méthode-là. Alors je vais essayer de vous la résumer. À une époque où la scolarisation était payante, vous vous souvenez, les parents payent pour la scolarisation de leurs enfants, eh bien, tous les enfants du village, même les pauvres, tous les enfants du village, même les pauvres, allaient à l'école au moins à un moment pour apprendre un certain type
de pratique, un certain type de connaissance qu'on pourrait appeler la lecture religieuse, qui était aussi la lecture récitation. Alors je dis que tous les enfants, même les pauvres, y allaient, et je vous dis en même temps l'école est payante. Pourquoi tous les enfants, même les pauvres, y allaient? Parce que pour les enfants les plus pauvres, ceux dont les parents ne pouvaient pas payer l'école, on mettait en place un système de charité et de solidarité paroissiale, si vous voulez, qui permettait de prendre en charge la scolarisation des enfants, mais une certaine scolarisation seulement, qui n'était pas une scolarisation complète. La scolarisation au niveau donc de la lecture religieuse, qui était une lecture récitation. Concrètement, c'est quoi la lecture récitation? Eh bien, à l'école, on commençait par apprendre par cœur les principales prières chrétiennes. Le Paternoster, le Credo, l'Ave Maria, etc. On les apprenait par cœur et on les récitait tous ensemble. On les récitait en chœur. Et ce n'est qu'une fois qu'on maîtrisait ces principales prières par cœur et qu'on savait les réciter tous en chœur, qu'on apprenait comment elles étaient, en langage pédagogique actuel, on dirait comment elles étaient encodées. Encodées alphabétiquement, c'est-à-dire par des lettres, et encodées syllabiquement par des syllabes. Comment ces prières qu'on connaissait s'écrivaient avec des syllabes et des lettres. Une fois que l'encodage alphabétique et syllabique était maîtrisé, eh bien, ces principales prières, que l'on savait donc déjà par cœur préalablement, on les lisait tous ensemble sur la base d'abécédaires. Des abécédaires, c'était des petits textes bon marché qui étaient faits comment? Si on les ouvre, si on regarde sur Gallica, où il y en a plein qui sont numérisés, on verra qu'ils sont toujours faits pareil, des abécédaires. Il y avait des tableaux alphabétiques, des tableaux syllabiques, et puis après les principales prières chrétiennes, Paternoster, Credo, Ave Maria, etc. Vous aurez remarqué que ces principales prières, dans le monde catholique du moins, sont en latin. Une langue que les enfants ne comprennent pas et qu'on ne leur explique pas à ce stade-là des choses. Ce n'est que plus tard, qu'à quelques enfants seulement, on expliquera et on apprendra le latin. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui compte dans cette lecture-récitation. On est en présence d'une lecture pour laquelle le contenu importe moins que la forme, et le but, c'est de savoir réciter en groupe, sans variante, et en s'aidant pour cela de l'outil de la lecture, les principales prières chrétiennes. Et puis l'école pour tous s'arrêtait là, à ce stade-là des choses, qui maintenait les plus pauvres au fond dans une alphabétisation très restreinte, qui explique que des gens pouvaient fréquenter 2, 3, 4 ans les écoles et ne pas être capables de signer leur acte de mariage ensuite. Parce qu'on leur avait juste appris cette lecture-récitation qui était vraiment très limitée en termes de technique d'alphabétisation. Une fois que cette lecture-là était acquise, les enfants les plus pauvres quittaient l'école. Leurs parents ne pouvaient plus payer, et là, il n'y avait plus de système de solidarité paroissiale. Et donc, ne restaient à l'école que les enfants des parents qui pouvaient payer la suite des apprentissages. C'était quoi? En gros, les enfants, on pourrait dire, des classes moyennes et supérieures du village, si vous voulez, dans des sociétés villageoises qui étaient très hiérarchisées socialement. C'était pas tout le monde était pauvre et dans la misère, c'était très hiérarchisé. C'est quoi les savoirs ultérieurs après la lecture-récitation qu'on apprenait aux enfants qui restaient, ceux dont les parents avaient les moyens? C'était la lecture-compréhension cette fois, c'est-à-dire la lecture dans la langue de la société, dans la langue vernaculaire. Ça pouvait être le français comme ça pouvait être le flamand ou le breton, selon la région dans laquelle on vivait. Ça pouvait être aussi, et c'était d'ailleurs l'écriture, qui arrivait dans un second temps, l'apprentissage de l'écriture. C'était également le calcul. Et puis, tout en haut de ce cursus honorum scolaire à Villageoise, il y avait quelques places d'enfants de chœur. D'enfants de chœur qui étaient partiellement du moins sous le contrôle du maître d'école, puisque le maître d'école, en plus de toutes ses fonctions, était celui qui s'occupait de la maîtrise des enfants de chœur du village, si vous voulez. Et là, il se trouve que les notables du village, les coqs de village, se battaient, mais parfois littéralement, avec tout leur réseau de clientèle à l'appui, pour que leurs enfants soient choisis comme enfants de chœur, tout simplement parce que ça leur assurait une forme de prééminence symbolique. Au moment où toute la communauté est assemblée, le dimanche pour la grand-messe, leurs enfants à eux, en habit liturgique, étaient présents dans le chœur de l'église pour l'administration du sacré, littéralement. Pourquoi est-ce que cette façon de faire classe, que je viens de vous décrire à grands traits, répondait à l'exigence d'apprendre aux enfants à faire communauté? Eh bien parce que cette façon de faire classe découlait presque directement de l'exigence de préparer les enfants à leur intégration future à la communauté des adultes du village. L'intégration des enfants à la communauté des adultes, elle était actée par le rite de la communion, qui était un rite religieux, mais qui était aussi un rite communautaire, au fond, qui avait des fonctions communautaires d'intégration symbolique des enfants à la communauté des adultes. Or, être intégré à la communauté des adultes, ça impliquait que les enfants soient capables de se joindre
au cœur villageois, cœur au sens de chorale, au cœur villageois, dans les moments de communion collective, la grand-messe, les fêtes des saints, tous ces moments où le groupe déclame à l'unisson une même litanie religieuse et tous ces moments particuliers où la communauté villageoise se vit le plus comme une communauté de sentiments et d'émotions en récitant et en déclamant tous ensemble au même moment le même texte notamment composé des principales prières chrétiennes, le Pater Noster, le Credo, l'Ave Maria, etc. Et qu'est-ce qu'aura fait l'école, au fond, sinon préparer tous les enfants à cette intégration-là, en leur ayant appris d'abord à réciter tous ensemble et en chœur ces principales prières chrétiennes, et en leur ayant appris ensuite à s'aider de l'outil de la lecture pour pouvoir dire ces principales prières chrétiennes sans variante. Et c'est bien compte tenu de cette importance symbolique-là, permettre l'intégration des enfants à la communauté, que la communauté prenait en charge l'apprentissage de cette lecture religieuse, de cette lecture-récitation pour les enfants les plus pauvres de la paroisse. C'était important. Mais en restreignant ensuite l'accès au savoir qu'on serait presque tenté de qualifier de supérieur, c'est-à-dire la lecture du français, le calcul, l'écriture, eh bien, la façon prescrite aux maîtres d'école de faire classe n'en avait pas moins pour vocation à assurer la perpétuation de la communauté telle qu'elle se percevait elle-même, telle qu'elle était elle-même. Car en restreignant l'accès des enfants les plus pauvres au savoir supérieur, eh bien, la classe devenait aussi, quoi donc, sinon un miroir de la communauté, un lieu où les enfants apprenaient, en le vivant déjà, que la société villageoise était un microcosme, comme je vous le disais tout à l'heure, très hiérarchisé. Certains enfants restent, ce sont les enfants les plus favorisés, entre guillemets, du village. D'autres s'en vont, ce sont les enfants les plus pauvres du village. Et du reste, l'école contribue elle-même activement à entretenir ces hiérarchies villageoises à la fin de l'Ancien Régime. Elle contribue à entretenir ces hiérarchies villageoises par les savoirs qu'elle dispense aux enfants passé le stade collectif de la lecture-récitation. Parce que les savoirs ultérieurs qu'on enseigne aux enfants, ceux qui coûtent plus cher, je précise ici que les contrats d'engagement de maître d'école précisent la valeur des différents savoirs et que apprendre à lire le français, apprendre le calcul, apprendre l'arithmétique, tout ça, ou le plein chant, c'est-à-dire être enfant de chœur, ce sont des choses qui coûtent plus cher que l'apprentissage de la lecture religieuse. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Et il se trouve que les savoirs ultérieurs, ceux qui coûtent les plus cher et qui ne sont pas soumis à la solidarité paroissiale, ces savoirs-là, ce sont aussi des savoirs socialement utiles et des savoirs qui, dans leur apprentissage, sont gagnés par une forme de laïcisation de leur contenu. Lorsqu'on apprend aux enfants à lire le français, on leur apprend certes parfois dans des livres religieux, mais on leur apprend par exemple aussi dans des écrits sociaux comme des actes notariés, des écrits auxquels ils vont devoir être confrontés plus tard dans leur vie d'adulte. Lorsqu'on leur apprend l'arithmétique, c'est très rare qu'on retrouve des cahiers d'écoliers, mais on en retrouve quelques-uns, ou des cahiers du maître, puisqu'il y en avait manifestement quelques-uns à l'époque. On en retrouve parfois. Et quand on en trouve, on se rend compte que presque toujours, le maître d'école, pour les exercices d'arithmétique, faisait faire des exercices de prêt à intérêt aux enfants. Et il les mettait toujours dans la peau de celui qui va prêter l'argent. Vous prêtez tant de livres à intérêt de temps, combien devez-vous réclamer d'argent à ceux à qui vous avez prêté d'argent au bout de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. Et ça, c'est important quand on sait justement la place centrale du système du crédit dans la constitution de réseaux de clientèle à l'intérieur du village, ces réseaux de clientèle sur lesquels les notables du village vont ensuite construire leur autorité politique dans le village. Et bien, l'école les en aura rendus capables. De même que l'école aura rendu capables les enfants des principaux laboureurs ou les enfants des artisans du village à tenir les comptes de leur exploitation pour avoir une bonne exploitation. De même que l'école, en leur apprenant l'arithmétique et l'écriture, leur aura aussi permis de devenir plus tard les trésoriers du village. Et il se trouve que dans le cursus honorum des fonctions politiques du village, la fonction de trésorier, c'est quasiment la toute première des fonctions politiques au village, celle par laquelle sont passés tous les coqs de village qui ensuite vont régir les affaires collectives du village. Eh bien, l'école les en aura rendus capables. Donc, si on doit se résumer, l'école
dans les mondes villageois, à la fin du XVIIIe siècle, avait d'abord une fonction collective de perpétuation du groupe villageois, une fonction de perpétuation du groupe villageois qui éloignait en revanche fort l'école de l'idée moderne, apparue d'abord en mode mineur avec les Lumières, plus massivement ensuite avec la Révolution, d'une émancipation possible des individus par le savoir et donc par l'école. Là, ce n'est pas tellement l'idée, si vous voulez. C'est d'abord une fonction d'entretien du groupe villageois tel qu'en lui-même. Et du reste, les maîtres d'école qui se risquent à introduire de nouvelles façons de faire classe, parce que Dieu sait que le XVIIIe siècle a réfléchi, les Lumières, à partir du milieu du XVIIIe siècle, ont activement réfléchi à comment renouveler la façon de faire classe, comment aussi privilégier, c'est ce que Roger Chartier a appelé la révolution de la lecture des Lumières, comment les Lumières ont essayé de privilégier une nouvelle façon d'apprendre la lecture qui passerait pas par la récitation, mais par la compréhension du texte lu, etc. Et parmi toutes ces réflexions sur comment renouveler l'enseignement, le plus simple, c'est de penser à l'Émile de Jean-Jacques Rousseau en 1762, mais il y a eu plein d'autres écrits. L'Émile, c'est juste le plus visible et le plus célèbre de l'époque, mais on a beaucoup réfléchi. Et des maîtres d'école ont pu vouloir essayer de renouveler ces façons de faire classe. Eh bien, bien mal leur en a pris, tout simplement parce qu'ils touchaient là, en changeant les façons de faire classe, à quelque chose qui touche à l'identité même du groupe local. Et généralement, les maîtres d'école qui innovent, on a le sentiment qu'ils contreviennent à la coutume villageoise, qu'ils avaient au contraire fonction d'entretenir. Et donc, il se passe quoi pour eux ? Eh bien, soit ils reviennent à la façon d'enseigner traditionnelle attendue d'eux, soit on les somme de quitter le village, et parfois même très rapidement pour certains. Bref, à la veille de la Révolution, le maître d'école est devenu, dans son statut de serviteur du groupe villageois, il est devenu l'un des symboles les plus visibles de l'existence du fait communautaire, de la vitalité du groupe villageois et de la perpétuation du groupe villageois. Cet attachement très fort qui en découle des communautés rurales à l'école et à la présence d'un maître d'école, on le voit par exemple dans le fait qu'à partir des années 1760-1770, de plus en plus de communautés rurales se lancent dans de grands travaux. Dans des travaux de quoi ? Eh bien dans des travaux de construction de maisons d'école. Un siècle avant les mairies-écoles de l'époque de Jules Ferry. Alors là, je vous en montre quelques-unes qui viennent d'Alsace, parce que j'ai retrouvé des jolis plans. Un siècle avant donc les mairies-écoles de Jules Ferry, eh bien dans les années 1760, 70, 80, les communautés rurales commencent à faire bâtir, à faire sortir de terre des maisons d'école. C'est modeste encore, mais ça progresse, 10, 20, 30% selon les diocèses, des communes, des communautés rurales qui essayent de se doter de tels équipements. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne leur a demandé. Pas les évêques, pas les curés et pas les intendants qui prennent peur devant le coût de ces travaux-là. Parce que c'est des milliers de livres de dépenses, autrement dit, ces maisons d'école, ce sont des années d'endettement collectif. Alors les intendants prennent peur, donc ils mènent des enquêtes et c'est pour ça qu'on a des plans, des devis, etc. pour essayer de comprendre. Mais les communautés rurales insistent et plus d'une font sortir ces maisons d'école de terre qui s'inspirent dans le style un peu des presbytères, tels qu'ils sont apparus, tels qu'on les construit depuis le XVIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que ces maisons d'école-là, elles vont être la propriété des communautés rurales qui les ont fait construire. Qu'on s'évertue à les faire construire pas n'importe où, mais au plus près de l'église et du presbytère, c'est-à-dire dans le quartier finalement du bourg-centre qui symbolise à lui-même, qui pétrifie même l'existence du fait communautaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on arrive à les faire sortir de terre, ces maisons, désormais, c'est dans cette maison d'école-là, littéralement sur les bancs d'école, que les villageois vont se réunir pour faire leur assemblée générale, pour débattre ensemble des affaires collectives du village, au point que nombre d'assemblées du premier dimanche du mois de mars 1789, lorsque les paroisses de l'ensemble du royaume vont se réunir pour rédiger leur cahier de doléances en vue de la réunion des États généraux, eh bien, de très nombreuses assemblées vont se tenir dans des maisons d'école, dans la salle de classe, littéralement. Et compte tenu tout ça, de cette importance symbolique prise par l'école et ses maîtres, eh bien, on ne s'étonnera pas des infractions répétées commises par les communautés villageoises vis-à-vis de la législation royale ou vis-à-vis de la législation synodale sur l'école. Bien des villages estiment qu'il leur appartient à eux et à eux seuls de nommer le maître d'école, de le destituer, de le rémunérer, d'encadrer sa fonction. Eh bien, des
villages se dispensent alors de transmettre les contrats aux intendants ou aux évêques. Alors, les villages laissent les maîtres d'école libres de faire ce choix-là ou pas, de présenter leur contrat à l'intendant pour homologation ou à l'évêque sans vraiment le faire eux-mêmes. C'est comme ça que parfois des intendants découvrent 7 ou 8 ans plus tard qu'il y avait un maître d'école dans cette communauté villageoise qui était rémunéré par une imposition locale sans qu'ils en aient jamais été informés. Voilà la situation sur le seuil de l'année 1789. D'accord. Pour essayer de comprendre, il y a un rapport très fort qui s'est noué entre les communautés villageoises et l'identité locale, le groupe local, les coutumes locales, etc. Et puis 1789 arrive. Et 1789 change énormément de choses, tout simplement parce que la Révolution française, dès qu'elle survient, représente aussitôt un tournant majeur dans l'histoire de l'école en France. La Révolution, c'est le moment d'un renouvellement conceptuel majeur sur ce qu'est l'école et sur ce que doivent être les fonctions de l'école. Les révolutionnaires, dès 1789, il y a un mot qui revient inlassablement dans leur bouche. Alors nous, il nous effraie parfois un peu depuis notre 21e siècle, mais c'est le mot, eux, qu'ils emploient. C'est l'idée qu'il faut trouver un moyen de régénérer la société et de régénérer les individus. Régénérer la société, régénérer les individus, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de défaire le sujet pour faire advenir le citoyen. Un citoyen pourvu de droits, pourvu de devoirs, dans une cité qui aurait elle-même été largement repensée dans ses fondements sur la base de le règne de la loi, le règne du droit. C'est compliqué de régénérer les individus et la société, surtout quand les individus ont été formés sous l'Ancien Régime, qu'on se dit qu'ils ont pris des mauvaises habitudes sous l'Ancien Régime. Les mauvaises habitudes de quoi? Eh bien, si on doit parler, comme les révolutionnaires, du despotisme, du féodalisme, de la tyrannie, des préjugés. Comment faire? C'est compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir déraciner tout ce qu'il y a à déraciner d'erreurs chez ceux qui ont vécu l'Ancien Régime? On va essayer. On est obligé d'essayer si on veut faire la République. Mais il semble quand même beaucoup plus simple pour les révolutionnaires de prendre le problème par le bout des enfants. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas vécu l'Ancien Régime, ou alors très peu. Ils n'ont donc pas appris les mauvaises habitudes de l'Ancien Régime. C'est une sorte de tabula rasa pour les révolutionnaires, si vous voulez, de page vierge sur lequel on va pouvoir écrire les contours parfaits de la citoyenneté qu'on imagine. Et donc, les révolutionnaires vont pour la toute première fois faire de l'école un sujet politique de toute première importance, un sujet politique d'une actualité brûlante. Il y a plus d'un révolutionnaire à l'époque pour dire que la Révolution française, au fond, elle doit faire 3 choses pour réussir. Elle doit faire une constitution, je vous renvoie au serment du jeu de paume, elle doit faire un code civil, elle ne va pas réussir avant Napoléon, et elle doit faire un système d'éducation nationale. Et c'est à ce prix-là, de ces 3 choses que les principes nouveaux pourront se stabiliser dans le temps. Et pour que l'école, au fond, ce que veulent les révolutionnaires, c'est que l'école devienne donc une sorte de pépinière de la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, c'est une génération de citoyennes et de citoyens. Et pour que l'école puisse devenir ce lieu de fabrication des futurs citoyens, eh bien, les révolutionnaires imaginent très vite qu'il faudra faire dispenser dans les écoles, alors certes, des savoirs rudimentaires, lire, écrire, compter, mais qu'il faudra les dispenser également au contact d'une pédagogie qui sera constamment civique. C'est-à-dire qu'à l'époque, à l'école, on apprendra littéralement à devenir citoyen. C'est-à-dire ses droits de citoyen, ses devoirs de citoyen, mais aussi les pratiques de la citoyenneté, délibérer, voter, pétitionner, toutes ces choses-là. Et compte tenu de cette importance vitale de l'école pour les révolutionnaires, vitale parce que l'avenir de la République en dépend. Les révolutionnaires vont tous être d'accord également autour d'un principe qui était apparu dans les années 1760, autour des Lumières. Au moment de l'expulsion des Jésuites hors du royaume de France, il y avait eu plus d'un philosophe des Lumières pour se dire que, au fond, l'éducation c'était un objet trop important, un pouvoir trop important, pour qu'on abandonne ça à un quelconque ordre religieux, les Jésuites, ou à des congrégations enseignantes, etc. Et donc on avait vu naître progressivement l'idée au milieu du XVIIIe siècle chez les philosophes des Lumières qu'au fond, ce qui serait bien, c'est qu'une puissance garante de l'intérêt commun, autrement dit l'État, se charge
de l'instruction publique. Mais pour les philosophes des Lumières, c'était resté dans l'ordre de la proposition philosophique. Et les révolutionnaires, eux, vont reprendre ça et en faire un objet du combat politique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de transcrire ça dans la loi, dans le droit positif, c'est-à-dire dire que l'école est trop importante pour l'avenir de la République pour finalement qu'on abandonne ça à une autre instance que l'État. Et donc les révolutionnaires vont essayer de bâtir un système d'instruction publique sous l'égide de l'État. C'est pour eux la seule garantie que tous les futurs citoyens reçoivent une même éducation en tout point de la République. En tout point de la République, ça peut vouloir dire où qu'ils vivent en Île-de-France, qu'ils vivent en Auvergne, dans le Languedoc, en Bretagne, en tout point de la République, c'est-à-dire aussi quel que soit le positionnement social de ses parents, tout simplement. Donc au fond, pour les révolutionnaires, l'État instructeur, l'État qui se charge de l'éducation et de l'école, ça a été perçu pour eux comme la garantie dans le temps de l'égalité entre les citoyens, mais également de la réussite de ce principe fondamental pour eux de la cité nouvelle qui est l'unité et l'indivisibilité de la nation française. Ah ben ça, ils sont tous d'accord là-dessus. Par contre, ils sont en désaccord sur d'autres points qui touchent aussi à l'école. On pourra en reparler si vous voulez, mais par exemple, est-ce qu'il faut ou non, à côté des écoles publiques, autoriser l'existence d'écoles privées? Bon, ben, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il faut ou non décréter un principe d'obligation scolaire? Certains disent oui, d'autres disent non. Est-ce qu'il faut ou non décréter un système d'instruction publique à plusieurs niveaux? Parce qu'ils sont tous d'accord pour dire que l'école, ce qu'ils commencent eux-mêmes à appeler l'école primaire, l'appellation d'école primaire naît là, ils sont tous d'accord pour dire que l'État doit se charger d'écoles primaires publiques parce que c'est le niveau de l'instruction qui concerne tout le monde. Mais est-ce que l'État, en tant que garant de l'intérêt commun, doit aussi se charger de systèmes d'instruction supérieure, secondaire, supérieure, etc., à la place des anciennes universités, des anciens collèges? Est-ce qu'il le faut? Certains disent oui, Condorcet par exemple. D'autres disent, est-ce qu'il est du rôle de l'État de se charger de la formation des élites? Pas sûr. Donc là, il y a débat. Donc il y a des points communs. Tout le monde est d'accord pour dire que l'école, c'est très important. C'est là qu'on va former les futurs citoyens. Tout le monde est d'accord autour du principe de l'État instructeur, mais il y a des divisions sur d'autres points, si bien que la première loi scolaire tarde énormément à être adoptée, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et la première loi scolaire, elle est adoptée seulement le 19 décembre 1793. Le 19 décembre 1793, puisque ça fait déjà un mois ou deux à ce moment-là qu'on est passé dans le calendrier républicain, ça fait le 29 Frimaire en deux. Le 29 Frimaire en deux, ça fait 5 rentrées scolaires après le début de la Révolution. C'est-à-dire que pendant 5 rentrées scolaires, l'école a fonctionné sans loi révolutionnaire, dans une situation de vide législatif. Or, il se trouve que ce vide législatif en matière scolaire, il s'est combiné à la disparition rapide, mais même très rapide, des autorités de tutelle traditionnelles des écoles. Toutes ces autorités extérieures au village qui revendiquaient un pouvoir de tutelle sur l'école. Les intendants, ils disparaissent dès 1789. Les évêques, eh bien, le problème, c'est que très rapidement, dès 90-91, se pose le problème de la constitution civile du clergé et du serment à la constitution des prêtres. On le sait, il n'y a que 7 évêques qui acceptent de prêter le serment et la plupart des autres, ils partent en exil. Et depuis l'exil, ils n'y arrivaient déjà pas quand ils étaient dans leur diocèse à bien contrôler l'école, alors en exil, ils y arrivent encore moins. Et puis à la place, on a mis en place un système d'église constitutionnelle, une sorte d'église nationale régie par les principes révolutionnaires, et on a attribué, la Révolution n'a attribué, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, n'a attribué aucun pouvoir scolaire aux évêques constitutionnels, tout simplement parce que l'Assemblée nationale considère que c'est à l'État de se charger de l'école et pas aux évêques. Donc, évidemment, les évêques non plus. On les raye de la carte sur la question scolaire. Et donc, de tous les anciens acteurs de l'école, de la petite école, il n'en reste finalement qu'un. Qui c'est? Les communautés villageoises. Les communautés villageoises qui, elles, sortent précisément renforcées. Non seulement elles ne disparaissent pas, mais elles sont renforcées. Elles sont renforcées par quoi? Par la loi du 14 décembre 1789, qui, sur la base des communautés villageoises, des anciennes communautés villageoises, a bâti quoi? Les communes et les municipalités communales. On a créé le 14 décembre 1789 44 000 municipalités communales qui sont bâties sur la base des anciennes communautés d'habitants. Et il se trouve qu'en même temps qu'on crée ces municipalités communales, on a très considérablement, par rapport à l'Ancien Régime, élargi le champ des compétences de ces municipalités communales. Au point désormais que, par la loi du 14 décembre 1789, assez peu de choses, au fond, échappent désormais aux municipalités dans la conduite des affaires locales. Conséquence de cela, eh bien, les communes,
puisqu'on peut parler de communes désormais, les communes rurales vont estimer qu'elles disposent seules, puisqu'il n'y a pas de loi, puisque les évêques, les intendants ne sont plus là, eh bien que ces communes disposent seules du pouvoir de nommer leurs enseignants et de régler leur école bien loin, et même très loin, du principe de l'État instructeur qui se débat au même moment au sein de l'Assemblée nationale. Alors, c'est la deuxième époque qui commence et qui va durer jusqu'au printemps 1794. Fait important, les communes rurales s'attribuent complètement et pleinement dans cette période de vide législatif le pouvoir de faire fonctionner leur école. Elles auraient au moins pu le faire en respectant les formes institutionnelles, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce soit les municipalités communales qui recrutent les maîtres d'école, destituent les maîtres d'école, définissent les contours de la fonction enseignante. Eh bien pas du tout. Qu'observe-t-on ? Alors, on n'observe quasiment plus rien, parce qu'on voit l'école disparaître quasiment des archives. Pas parce que l'école disparaît elle-même, mais parce que les communautés villageoises considèrent à ce point-là que l'école est leur affaire et leur problème, qu'elles ne se donnent plus la peine de fournir à qui que ce soit les archives du recrutement et du fonctionnement de l'école. Et qui est le principal producteur d'archives, sinon les autorités supérieures. Bon, l'école, elle disparaît quasiment, mais quand on arrive à la voir, on observe quoi ? Eh bien que dans cette première période de la Révolution, dans cette période de vide législatif, les communautés villageoises assemblent l'ancienne Assemblée générale des habitants, à l'issue de la messe, le dimanche, comme avant, pour choisir tous ensemble le maître d'école, ou alors la destitution du maître d'école, pour le rémunérer sur la base d'une imposition locale et pour définir les contours de sa fonction, c'est-à-dire les jours d'école, les heures d'école, les façons d'enseigner, mais aussi les activités de chantre, bedeau, sacristain, etc., qui ne disparaissent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, rien ne change. Mais quand rien ne change, au même moment où tout change autour, ça a quand même du sens. Parce qu'il se trouve que autant la loi du 14 décembre 1789 a élargi les prérogatives des municipalités communales, autant la loi du 14 décembre 1789 a formellement interdit la réunion des anciennes assemblées générales d'habitants. C'est-à-dire que ces anciennes assemblées générales, normalement, n'avaient plus lieu d'être. Elles ne devaient pas se réunir. Et pourtant, elles se réunissent. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la loi du 14 décembre 89, en même temps qu'elle crée les municipalités communales, elle les fait fonctionner sur la base de la citoyenneté qui a été définie au mois d'octobre 89, c'est-à-dire sur un système censitaire. On a établi un vote censitaire et non pas un suffrage universel. Autrement dit, dans les municipalités, ne sont élus que ceux qui payent un niveau d'impôt suffisant, et donc pas tout le monde. On n'est pas sur un système de démocratie locale où tout le monde pourrait participer. Mais dans l'Assemblée générale des habitants, oui, en revanche. Et donc on voit avec l'école comment les communautés villageoises réussissent à contourner la loi dans ces premiers temps scolaires et dans une période de vide législatif, comment elles la contournent, moins finalement pour faire disparaître l'école qu'au contraire pour procéder à une forme d'épanouissement des pratiques communautaires traditionnelles et du mode collectif de fonctionnement de l'école. Et puis, la toute première loi scolaire de la Révolution finit par arriver, enfin, 19 décembre 1793. Alors, j'ai mis que la période la bascule seulement au printemps 94, parce que la toute première loi scolaire, certes, elle est adoptée par la Convention nationale le 19 décembre 93. Par contre, elle entre en vigueur, en activité, seulement au printemps 94. D'accord ? C'est seulement au printemps 94 que les écoles sont régies concrètement et effectivement sur la base de cette loi. Or, il se trouve que cette loi ne va pas fondamentalement changer la donne. Et pourtant, tout au contraire même, c'est-à-dire que ça va même plutôt enraciner la donne du mode de fonctionnement antérieur des écoles. Et pourtant, cette loi avait pour particularité de faire de toutes les écoles de la République des écoles publiques. C'est-à-dire que cette loi, elle va être appliquée pendant un an, du printemps 94 au printemps 95. Et pendant l'année d'application de cette loi, il n'y a que des écoles publiques. Il n'y a pas d'écoles privées encore à cette date. Toutes les écoles de la République seront des écoles publiques. Il se trouve en plus que non seulement toutes les écoles seront publiques, mais un siècle avant Ferry, cette loi dit que l'école sera gratuite et qu'elle sera obligatoire pendant 3 ans pour les enfants de 6 à 8 ans. C'est-à-dire pour les enfants qui ont entre 6 et 8 ans, il y aura obligation de la fréquenter pendant au moins 3 ans. On est en pleine période dite de la terreur, quand elle est adoptée, puis quand elle commence à entrer en vigueur. Une telle école publique en période dite de terreur, on aurait pu se dire que tout était réuni pour que ce soit un échec. Or, cette loi rencontre un évident succès, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'écoles publiques dans le pays que pendant l'année d'application de cette loi. Et ce que l'on constate, c'est que ces écoles publiques prennent la suite du maillage scolaire
d'Ancien Régime qui avaient été préservés pendant les 4 ou 5 premières années de la Révolution. C'est-à-dire que là où il y avait des écoles, eh bien, hop, ça devient des écoles publiques. Et ce que l'on rencontre, on se rend compte que c'est une réussite aussi parce que ces écoles sont très fréquentées, très fréquemment. On a des listes d'écoliers et on voit des classes de 70, 80, 90, parfois même 100 élèves devant un instituteur seulement. Alors, comment expliquer le succès de cette toute première école publique de l'histoire de la République française ? Première hypothèse, parce que la population a accepté un programme scolaire défini par les révolutionnaires et des pratiques pédagogiques définies par les révolutionnaires. Pas du tout. Tout simplement parce que cette loi, elle est très étrange, très particulière, c'est vraiment une étrangeté. Mais cette loi, en même temps qu'elle dit que toutes les écoles seront publiques, que toutes ces écoles seront obligatoires et gratuites, cette loi repose sur le principe de la liberté totale d'enseignement. Quiconque veut devenir instituteur ou institutrice peut devenir instituteur ou institutrice, moyennant un simple certificat de civisme qui atteste que vous êtes un bon citoyen et moyennant une procédure d'enregistrement devant la municipalité du lieu où vous voulez vous faire recruter. Enregistrement. Vous vous présentez devant et vous dites « je veux ouvrir une école » et la municipalité ne peut pas vous empêcher si vous avez un certificat de civisme qui dit que vous êtes un bon citoyen. École publique, obligatoire et liberté totale d'enseignement. C'est vraiment curieux. Mais en même temps, cette loi ne définit clairement aucun programme scolaire. Elle dit juste qu'il faut que les instituteurs publics enseignent la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution, mais c'est vague, on n'en dit pas plus. Et la suite, c'est à l'appréciation des instituteurs et les législateurs imaginent à la libre négociation entre les parents et l'instituteur. Il peut y avoir plusieurs instituteurs publics qui s'installent et les parents qui ont obligation de scolariser leurs enfants vont scolariser leurs enfants dans l'esprit du législateur auprès de l'instituteur qui leur convient le mieux. Voilà. C'est ça l'esprit du législateur. Mais il y a quand même une chose, c'est que cette loi, en plus, elle a confié aux municipalités cette fois, et là elle l'a confié explicitement, elle a confié aux municipalités la surveillance des écoles publiques. Et c'est sur ce biais-là, cette liberté accordée à l'échelle locale, au firmament de la terreur, d'accord. Cette liberté accordée au niveau local, avec la surveillance des écoles publiques accordées aux municipalités, eh bien que les villages vont réussir en réalité à moduler cette loi, afin de pouvoir glisser leurs usages collectifs de l'école à l'intérieur de cette toute première école publique de la République. Et qu'observe-t-on, si on regarde les archives du terrain, eh bien que ça ne marche pas du tout, là encore, tel que les législateurs l'avaient imaginé. Oubliez le principe de la procédure simple d'enregistrement et de la libre négociation entre parents et instituteurs, que voit-on ? Eh bien, l'ancienne Assemblée générale des habitants qui se réunit pour choisir collectivement son instituteur et lui dire quelle fonction il devra faire. Ça peut être instituteur, enseignant donc, mais aussi secrétaire greffier, sonneur des cloches, etc. Et pour définir les jours, les horaires, les livres qui devront être utilisés, etc. On est quand même en pleine terreur. On est a priori au firmament de ce qu'il est coutume, bien improprement d'ailleurs, d'appeler la centralisation jacobine. On est aussi à un moment où on estime que l'avenir de la République dépend de l'école. Et voilà qu'on a un fonctionnement complètement local de l'école publique qui n'était pas prévu dans l'esprit de la loi, ni dans les termes, ni dans l'esprit de la loi. Alors bien sûr, on aurait pu s'attendre à ce que les agents de l'État, les agents sur le terrain, de la Convention, du Comité de salut public, tout ce que vous voulez, s'offusquent de cette application de la loi, qui n'était pas prévue de cette façon des communautés rurales de tordre la loi. Et pourtant, les représentants de l'État ne disent rien. Ils savent, on sait qu'ils savent, parce qu'ils écrivent sur le sujet, ils savent, mais ils ne disent rien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont très occupés par ailleurs. Et ce qui les préoccupe, au fond, c'est quoi ? C'est la guerre civile à l'intérieur. Il y a quand même la Vendée à ce moment-là. C'est aussi la guerre extérieure. Il y a toutes les monarchies européennes qui font la guerre à la République et l'avenir de la République est en jeu. Et au fond, ce qui les préoccupe surtout, c'est que les villages fournissent ce qu'on attend le plus urgemment d'eux, c'est-à-dire des hommes pour l'armée et de la nourriture pour l'armée. Et si les villages fournissent ça correctement, eh bien, les représentants de l'État central se disent qu'au fond, ce n'est pas si grave s'ils appliquent cette loi scolaire à leur manière. Autrement dit, eh bien, à cette date-là, les usages collectifs de l'école étaient solubles dans l'école publique en 1794-95. Et c'est parce que les usages collectifs étaient solubles dans cette toute première école publique que cette école publique a rencontré le succès qui échappera ensuite aux autres. Les communes éprouvent désormais le sentiment d'avoir atteint une sorte de compétence souveraine, de plénitude de leur autorité sur les écoles. Je vous en prends qu'un exemple, mais l'Assemblée générale des habitants de la commune d'Inval, c'est en Picardie, recrute un instituteur sous le régime de cette toute première loi scolaire de la Révolution. Et
Elle le recrute. Parfois même, on trouve des situations où il y a deux instituteurs qui se présentent. Ils imaginent, selon les termes de la loi, se faire enregistrer par la municipalité. La municipalité, elle dit tout, elle fait rassembler tous les habitants et elle dit, bon, nous, on choisit lui. Et l'autre qui pensait pouvoir ouvrir son école en se faisant juste enregistrer, on lui dit que non, on a choisi celui-là seulement, et un seul. Et donc, la commune d'Inval, j'y reviens, l'Assemblée générale dit, je la cite, elle donne plein pouvoir d'établir une école dans ladite commune au citoyen Louis Joyer, qu'elle vient de recruter. Elle lui donne plein pouvoir d'établir. Elle a vraiment le sentiment, l'Assemblée générale, que c'est elle qui est souveraine désormais pour la question de l'école. Et donc l'an 2 de la République consacre ainsi près d'un demi-siècle de dynamique scolaire villageoise. En 1794, les villages parviennent enfin pleinement, et ils en ont conscience, à être seuls aux commandes de leur école. Pour l'instant, dans le cadre de l'école publique. Et puis tout change au printemps 1795, quand sont adoptées puis commencent à être appliquées coup sur coup deux lois qui réorganisent en profondeur le système d'instruction publique. Ces deux lois, c'est la loi Lacanal d'abord et un an plus tard la loi Daunou. Or, que disent ces deux lois, Lacanal et Daunou ? Eh bien, elles ont pour particularité de créer, pour la toute première fois, un système scolaire dual. C'est-à-dire que c'est avec la loi Lacanal, qui est adoptée au mois de Brumaire en Troyes, que désormais, il pourra y avoir des écoles privées à côté des écoles publiques. C'est pas avant. C'est-à-dire qu'avant 1995, ça n'existe pas, ce dualisme scolaire-là. Et ça apparaît à ce moment-là. Alors, on a déjà expliqué au début qu'à partir de là, les écoles privées rencontrent un succès beaucoup plus grand. On a aussi dit que l'explication, la République à l'école publique, la réaction à la religion à l'école privée, ça ne suffisait pas, ça ne convenait pas pour expliquer le succès des écoles privées. Alors comment le comprendre ? Eh bien pour comprendre ça, il faut commencer par faire un détour par la situation politique générale. En même temps qu'on crée ce dualisme scolaire public-privé, on entre dans la période du directoire, entre 1795 et 1799. Or, le directoire est une période marquée par un très fort degré de centralisation politique et de centralisation administrative. Il y a une centralisation beaucoup plus importante qu'il n'y avait en l'an 2 à l'époque de la Convention, etc. Et cette centralisation politique et administrative, elle se traduit notamment à l'échelle locale par la dissociation entre l'échelle des communautés villageoises et l'échelle de l'organisation administrative. Depuis 1989, on avait établi une municipalité communale par communauté d'habitants. En 1995, avec le directoire, on fait voler tout ça en éclats. Fini les 44 000 municipalités communales. Désormais, le dernier maillon de la chaîne administrative ne seront plus les municipalités communales, ce seront les municipalités cantonales. Et là, on passe de 44 000 à moins de 10 000 municipalités cantonales. Autrement dit, le directoire, c'est une période de dépérissement institutionnel du pouvoir communal, si vous voulez. Et cette évolution, vous imaginez aussi qu'elle est très mal acceptée par les communautés villageoises, qui sont très attachées au principe de leur auto-administration, de leur auto-gouvernement. Et qu'observe-t-on par conséquent durant le directoire ? Eh bien, une sorte de rupture entre les communautés villageoises et l'État républicain. Une rupture qui ne veut pas dire engagement dans la contre-révolution, mais une rupture qui veut dire tout simplement résistance passive vis-à-vis des injonctions de l'État central, et puis surtout repli sur le cadre communautaire, où la cohésion du groupe est réaffirmée, plus par la municipalité puisqu'elle n'existe plus, mais où la cohésion du groupe est réaffirmée dans une sorte de vide institutionnel, par la défense acharnée des villageois pour tout ce qu'il reste de leur patrimoine commun. Leur patrimoine commun, ça peut être leur patrimoine matériel, l'église, le presbytère, au moment où la République relance la vente des presbytères comme biens nationaux. Mais leur patrimoine commun, c'est aussi leur patrimoine immatériel, leur patrimoine culturel, leur patrimoine religieux, les pratiques religieuses, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'interviennent les lois Lacanal et Daunou qui créent le dualisme scolaire public-privé. Or, ces deux lois, elles ont en commun d'arracher l'école publique de la sphère des compétences communales. Vous vous souvenez, 94-95, enfin, dans le cadre de l'école publique, les villages avaient eu l'impression d'être devenus souverains dans la gestion de leur école sans autorité concurrente. 95, avec les lois Lacanal puis Daunou ensuite, on arrache l'école publique de la sphère des compétences communales en mettant enfin concrètement en œuvre, dans la théorie comme dans la pratique, le principe de l'État instructeur. Avec 5 ans de retard, certes, mais ça y est, on y est arrivé. Ça veut dire que désormais, ce sont les administrations qui sont les relais de l'État dans les territoires qui vont devoir se charger de l'État, de l'école, pardon.
c'est les districts, très brièvement, au temps de la loi Lacanal, mais les districts qui étaient une sorte d'échelon intermédiaire entre les communes et les départements sont balayés en 1995. Et durablement, ça va être les départements qui vont devoir s'occuper de l'école publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ce sont les administrations départementales, qui sont des administrations qui représentent l'État et qui n'ont pour seule fonction que de relayer les impulsions de l'État. Ce sont les administrations départementales qui vont nommer les instituteurs publics, qui vont destituer les instituteurs publics, qui vont rédiger également des règlements intérieurs qui devront s'appliquer à l'identique dans toutes les écoles publiques du département. Et en plus, ces règlements scolaires-là, ils disent que l'instituteur public ne devra être qu'enseignant. Oubliez le sonneur de cloche, chantre, sacristain, bedeau, il ne devra être qu'enseignant comme en ville. Et en plus, on a tendance à prescrire des pratiques pédagogiques qui jusque-là étaient plutôt urbaines que villageoises. Mais surtout, dans le cadre de cette mise en place de l'État instructeur, on demande aux administrations départementales de tracer les toutes premières cartes scolaires de l'histoire française. Et on retient pour ça un principe démographique. Une école pour 1000 habitants. Une école publique pour 1000 habitants. Et il y a plein de villages qui font moins de 1000 habitants. Et bien, que fait-on? On fait des rassemblements communaux. On rassemble plusieurs communes jusqu'à atteindre un seuil de 1000 habitants et on dit, là on a atteint 1000 habitants, il y aura une école pour 2 ou 3 villages. Et c'est ainsi que plus de 50% des communes rurales se trouvent privées d'écoles publiques par une mesure de carte scolaire. On dirait aujourd'hui une mesure de carte scolaire, c'est ça. Plus d'une commune rurale sur 2, à cause du critère démographique, se trouve privée administrativement de la possibilité même d'avoir une école publique. Par contre, il y en aura une peut-être 2 communes plus loin. Et puis pour les autres, la petite minorité de celles qui en ont obtenu une. Le risque, c'est de voir arriver quelqu'un, un instituteur public, qui aura été nommé du dehors par l'administration, qui pourra être destitué également du dehors par l'administration. L'école publique échappe donc ainsi à peu près complètement aux communautés d'habitants. Or, il se trouve que dans le même temps, ces deux lois, Lacanal et Donoux, ont autorisé l'existence d'écoles privées. Et en même temps qu'elles autorisaient l'existence d'écoles privées, ces deux lois n'ont à peu près rien dit sur le contrôle de ces écoles privées. Que vont faire les communautés villageoises? Elles vont massivement investir les écoles privées. Ce n'est pas enfreindre la loi, c'est appliquer la loi, mais une disposition de la loi contre une autre. Et que voit-on quand on voit quelque chose? Eh bien, que pour choisir l'instituteur privé, on fait ce que le législateur n'avait pas du tout attendu, c'est-à-dire qu'on convoque, alors que désormais il n'y a même plus de municipalité communale, on convoque l'ancienne Assemblée générale des habitants, parfois même les ci-devant dimanche. Normalement, il n'y a plus de dimanche désormais, et ça ne doit surtout pas être un jour chômé. Mais là, très souvent, et c'est symbolique, évidemment, tout ça, mais on se rassemble aussi devant dimanche en assemblée générale, on recrute tous ensemble, et pas seulement les parents d'élèves, l'instituteur privé, tous ensemble, on fixe un règlement sur la manière dont il devra se comporter à l'école, les horaires d'ouverture de son école, de fermeture de son école, les mois de vacances, etc. Tous ensemble également, on lui assigne des fonctions collectives, chantre, bedeau, sacristain, secrétaire greffier, etc. Tous ensemble, et ça c'est très important pour avoir le sentiment de continuer à faire groupe, alors même qu'il n'y a plus de municipalité et qu'il n'y a plus de cadre communal véritablement, on décide tous ensemble, tous les villageois, de s'imposer, de faire une imposition locale pour rémunérer l'instituteur privé. Autrement dit, l'école privée, ça devient un moyen pour les communautés villageoises, dans le vide institutionnel qui est désormais le leur, de continuer à faire groupe. Et au fond, l'école privée qui triomphe à la fin de la Révolution, c'est quoi? Si ce n'est une institution publique, mais d'échelle communale, tout simplement. La Révolution française, donc, aura très sensiblement renforcé l'emprise communale sur l'école, alors même que ces déclarations d'intention, c'était le principe de l'État instructeur. Au contraire, l'emprise communale sort renforcée de la décennie révolutionnaire. Mais ce n'est pas linéaire. Ça finit par l'école privée, mais c'est passé précédemment, en 1794, par l'école publique. Et au fond, l'école privée qui triomphe à la fin de la Révolution, elle ressemble d'ailleurs beaucoup plus à l'école publique de 1794 qu'à l'école paroissiale de l'Ancien Régime, parce que désormais, il n'y a plus d'intendants, il n'y a plus d'évêques, etc. Et c'est la communauté villageoise qui organise tout ça. À la fin de la période, et c'est là que s'arrête le livre, en 1802, c'est d'ailleurs cette conception-là d'une école strictement communale qui va l'emporter, puisqu'en 1802, il y a une loi, la loi Fourcroy, qui met en ordre, un ordre napoléonien, si vous voulez, dans le système d'instruction publique. Cette loi Fourcroy a tendance à considérer qu'au fond, l'école primaire, l'école du peuple, n'est pas si importante que ça. La priorité, c'est les lycées, c'est les grandes écoles à ce moment-là, la formation des élites. Et donc, cette loi Fourcroy, en même temps qu'elle abandonne
les dernières velléités des révolutionnaires de régénérer la société par l'école. Cette loi de 1802 redonne aux municipalités les pleines compétences en pouvoir scolaire. Alors, je voudrais juste terminer en disant une chose, c'est que est-ce que cette emprise forte, renforcée de l'échelle locale sur l'école pendant la Révolution, est-ce qu'elle veut dire en revanche que ça s'est mécaniquement accompagné du triomphe dans ces petites écoles d'un enseignement traditionnel, religieux, voire hostile à la République? Eh bien, on a déjà donné la réponse en disant non. En disant non, puisque dans près d'une école privée sur deux, on trouve trace d'un matériel pédagogique républicain, c'est-à-dire de livres républicains ou d'instituteurs républicains. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a eu appropriation renforcée de l'échelle locale sur l'école qu'il y a mécaniquement eu investissement de l'école par des idées hostiles à la République. Au fond, des instituteurs ont, dans chaque département on en trouve, des instituteurs, mais pas tous. C'est toujours une minorité, mais par contre on les retrouve dans tous les départements. Des instituteurs ont essayé de déployer une pédagogie nouvelle, une pédagogie marquée du sceau de la République et de la Révolution. On peut faire l'inventaire de ces pratiques nouvelles, républicaines, révolutionnaires, parce qu'au fond, elles ne sont pas illimitées. Il y a par exemple l'usage d'écrits patriotiques. Et ceux que l'on retrouve le plus dans les écoles, dans ces cas-là, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution. Texte juridique un peu aride pour des enfants de 5-6 ans, mais enfin, c'est ceux que l'on retrouve le plus massivement, je vous expliquerai pourquoi. Mais on va aussi trouver la volonté, on le retrouve un peu dans tous les départements, c'est toujours minoritaire, mais malgré tout, donc je vous ai dit, on en trouve dans tous les départements, ça veut dire que c'est quelque part une option qui circule assez largement, un modèle culturel qui circule assez largement. On retrouve des instituteurs, la Révolution renomme les maîtres d'école instituteurs. Instituteur, qui vient du latin institutor, lui-même dérivé de instituere civitatem, celui qui institue la cité. Instituteur, c'était le titre qu'on donnait sous l'Ancien Régime au précepteur du dauphin, c'est-à-dire le futur souverain. Une des premières mesures de la Révolution, c'est de dire que désormais les maîtres d'école s'appelleront instituteurs, parce que désormais, au fond, l'instituteur, c'est toujours celui qui fera l'éducation du futur souverain, si ce n'est que désormais le souverain est populaire et que c'est tous les enfants du pays et plus seulement le dauphin. Bref, on trouve des instituteurs qui tentent de faire de leur école une petite république, une genre de cité républicaine en réduction idéale, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on voit des instituteurs organiser des petits clubs jacobins, par exemple, dans leur classe pour que leurs enfants apprennent les élèves apprennent à délibérer, prendre la parole, élire un président, élire un secrétaire de séance, etc. Quand ils ne font pas eux-mêmes un petit club jacobin, on trouve pas mal quand même d'instituteurs qui amènent leurs écoliers au club jacobin des adultes du village. Et là, sur la tribune du club jacobin du village, eh bien, les enfants récitent la Déclaration des droits de l'homme ou chantent, parce qu'on chante beaucoup à l'école de la Révolution, et quand on chante, c'est presque toujours le même chant, hein, c'est la Marseillaise, le chant des Marseillais, qu'on appelait à l'époque l'hymne sacré de la patrie. Et surtout, on chante aussi, alors le début, certes, qu'on connaît bien, mais parfois aussi le dernier couplet, le couplet des enfants, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, etc. Parfois, et surtout quand triomphe en l'an 2 la figure du citoyen soldat qui prend les armes pour défendre la République assiégée contre ses ennemis, on voit des instituteurs républicains qui exercent, alors les garçons seulement, mais au maniement des armes, fusils en bois, sabres en bois, etc., pour les préparer à leur futur statut de citoyen soldat. On voit aussi des instituteurs estimer que il ne peut plus y avoir de châtiment corporel dans les écoles de la République, parce que les châtiments corporels, c'est bon pour les esclaves et non pas pour des hommes libres. Et donc il faut trouver autre chose. Et donc ils mettent en place des petits codes de loi dans leur petite république enfantine, avec des sanctions graduées à la gravité de la faute commise. Et la sanction la plus grave, c'est plus un coup de férule, c'est la privation de récréation, par exemple. Et on met même parfois en place des petits tribunaux dans lesquels les élèves doivent gérer entre eux leurs différends. S'il y a quelqu'un qui contrevient au petit code de loi de l'école, eh bien, séance du tribunal avec un juge, un jury populaire, un avocat, un défenseur officieux, comme on disait à l'époque, etc. Et on règle des affaires comme ça. Et puis on emmène des enfants aux fêtes républicaines, puisqu'il y en a beaucoup. Et le but de tout ça, c'est de faire aimer et de faire vivre la Révolution aux enfants pour les accoutumer de bonne heure à ce que c'est que d'être un citoyen, un bon citoyen conscient de ses droits, mais un citoyen qui aime la République, qui éprouve de l'amour pour de la République. Est-ce que ça a été exceptionnel tout ça? Je vous ai déjà dit que c'était minoritaire. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que, au fond, ce qu'on a dit précédemment avec une sorte de toile de fond, c'est que l'emprise de l'échelle locale s'est renforcée pendant la Révolution sur l'école et que tout au long de la Révolution, c'est le groupe local qui, d'abord par l'école publique, ensuite par l'école privée, réussit à contrôler son école. À partir de là,
il se passe que, eh bien, tout simplement, le contenu politique de l'enseignement élémentaire, il est déterminé par la communauté villageoise elle-même. Autrement dit, c'est la communauté villageoise elle-même qui assigne à l'instituteur un enseignement républicain, un enseignement qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas trop comment, de neutre, ou alors un enseignement qui serait hostile à la République, un enseignement contre-révolutionnaire. Autrement dit, pour savoir si ces pratiques pédagogiques républicaines nouvelles ont été massives, il faut s'en référer à la géopolitique des campagnes françaises pour savoir quel était l'équilibre de la République ou de la contre-révolution dans les campagnes. Pour faire très simple, jusqu'en 1791, on sait qu'il y a une sorte de rencontre entre les dynamiques locales et les dynamiques nationales et révolutionnaires. À partir de 1791, ça se brise, cet élan de rencontre entre les campagnes et la Révolution. Ça se brise sur l'écueil du serment des prêtres, assez largement. Et puis, à partir de là, puis après, il y a la guerre qui arrive, etc., eh bien, les attitudes deviennent plus contrastées. Les rapports entre les communautés villageoises deviennent plus contrastés vis-à-vis de la Révolution. Plus contrasté, ça veut dire que tout le monde, toutes les campagnes et tous les villages ne deviennent pas contre-révolutionnaires. Le modèle, si vous voulez, de la géopolitique des campagnes françaises pendant la Révolution, ce n'est pas la Vendée. Au fond, les campagnes, si on devait retenir une formule commode que j'emprunte à Jean-Pierre Geyssen, les communes rurales, pendant la Révolution, elles n'ont été ni massivement révolutionnaires, ni massivement contre-révolutionnaires. Il y a tout simplement de tout. De tout, ça veut dire qu'il y a certaines communes très révolutionnaires qui sont engagées activement dans la politique de salut public, par exemple, en 1793, dans la politique de défense de la République face à ses ennemis intérieurs ou extérieurs. Il y a des communes plus modérées, plus timorées également, qui essayent d'appliquer ce qui est indispensable, par exemple les réquisitions d'hommes, mais qui sont sur une réserve prudente pour le reste. Et puis il y a les communes du refus de la révolution, du refus contre-révolutionnaire, qu'ils soient armés ou non. Eh bien, tout simplement, ce que l'on va voir, c'est que c'est dans les communes révolutionnaires, celles où on soutient collectivement la révolution, qu'on va attendre des instituteurs qu'ils fassent ensemble, qu'ils enseignent la République et qu'ils enseignent la Révolution avec des pratiques nouvelles. Symptomatiquement, très souvent, les instituteurs qui déploient des pratiques pédagogiques nouvelles, celles que j'ai listées rapidement tout à l'heure, ce sont des instituteurs qui exercent dans des communes qui ont changé de nom pendant la Révolution pour ne plus porter trace de la religion, de la noblesse ou de la royauté. Donc c'est des communes quand même où on a fait le choix collectif de la Révolution. Pour amener des enfants devant un club jacobin, encore faut-il qu'il y ait un club jacobin dans la commune. Et des clubs jacobins dans les communes, en France, il n'y en a en moyenne que dans 16% des communes en France. Dans 62% des chefs-lieux de canton, mais par contre dans 10% des simples communes seulement. Donc on voit bien que c'est une sorte de noyau, là, en 10, 20, 30% selon les départements de communes les plus révolutionnaires qui ont demandé à leur instituteur de faire le choix de la République. Ce qu'il faut dire dans ce cadre-là, c'est que si la commune révolutionnaire fait à la fin de la Révolution le choix de l'école privée, elle demandera à son instituteur privé d'enseigner des savoirs marqués du sceau, du civisme, de la République, etc. Si par contre une commune a fait le choix collectivement de la contre-révolution, alors on demandera à l'instituteur public ou privé d'ailleurs d'enseigner des savoirs hostiles à la République. Malheur en revanche à l'instituteur républicain qui voudrait enseigner la République dans une commune hostile à la République ou à l'instituteur hostile à la République qui voudrait enseigner dans une commune républicaine. Ce que l'on peut dire, c'est au fond que l'école et la fonction enseignante n'étaient pas encore assez solides au fond et assez solidement arrimées à un contrôle de l'administration ou de l'État pour que les instituteurs puissent se comporter en missionnaires des temps nouveaux dans des communes qui seraient restées hostiles à la République. Tout ça, ça viendra plus tard au XIXe siècle. Au fond, les instituteurs, ils ont surtout eu pour fonction de servir, là encore, mais un service désormais investi de fonctions politiques et au fond, on leur a surtout demandé de conforter par leur enseignement des dispositions politiques déjà partagées par les communautés villageoises où ils enseignaient. Deux choses pour conclure. Il faut noter qu'il y a quand même eu, même chez ces instituteurs qui ont fait le choix de la République, auxquels on a sommé de faire le choix de la République avec des pratiques nouvelles, il y a eu un changement formel des apprentissages plus qu'un changement des pratiques
Sous l'Ancien Régime, on commençait par apprendre par cœur les principales prières chrétiennes, puis une fois qu'on les savait par cœur, qu'on savait les réciter encore, on faisait quoi? Eh bien, on apprenait comment elles étaient encodées alphabétiquement, syllabiquement. Désormais, c'est la même chose dans ces communes révolutionnaires, si ce n'est que c'est plus le latin du Credo, du Pater Noster ou de l'Ave Maria, ce sont les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est ça le nouveau texte de référence de l'apprentissage de la lecture dans ces communes révolutionnaires, la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est pour ça, au fond, que ce n'est pas grave que les enfants ne la comprennent pas, parce qu'on n'attendait pas d'eux qu'ils la comprennent, pas plus qu'on attendait d'eux, autrefois, qu'ils comprennent exactement le sens du Pater Noster, du Credo ou de l'Ave Maria. On attend d'abord d'eux qu'ils savent se servir de ce texte pour apprendre la façon dont s'encodent les textes. Et à chaque fois qu'on trouve des enfants qui ont un rapport avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont des enfants qui sont en train de la réciter par cœur. Et donc il y a eu un apprentissage par cœur. Ça ne veut pas dire que tout ça est très décevant et qu'au fond ça n'a servi à rien, l'apprentissage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme le dirait Anne-Marie Chartier, tout ça ce sont aussi des savoirs de réserve, des savoirs dont on ne va pas finir de découvrir le sens progressivement dans sa vie au fur et à mesure que le temps passe, et on pourra l'investir d'un sens personnel, cet article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc. Enfin, deux dernières choses. L'avant-dernière chose, c'est qu'au fond, ce que l'on trouve très souvent à la fin de la Révolution, c'est pas tant des écoles qui assurent qu'un enseignement républicain ou des écoles qui assurent qu'un enseignement hostile à la République. Ce sont dans 20, 30, 40% des cas, ça dépend des lieux et des équilibres, mais des écoles où, à l'intérieur de la même salle de classe, on retrouve et des écrits de la religion traditionnelle et des écrits marqués du sceau de la République et du civisme. Et ça dit déjà quelque chose de la diffusion dans les campagnes des principes nouveaux. Enfin, il y a quelque chose que je m'en veux de ne pas avoir précisé jusque-là. Ce livre s'appelle « Le maître d'école du village » et j'ai utilisé le masculin et j'aurais dû le préciser dès l'introduction. Je n'ai pas dit la maîtresse d'école, je n'ai pas dit l'institutrice, j'ai parlé de maître d'école et d'instituteur. Loin de moi la volonté d'invisibiliser les femmes. Tout simplement, plus de 93% des enseignants de campagne à l'époque étaient des hommes. Quand on trouvait des femmes, c'était surtout dans les plus gros bourgs, et souvent dans les bourgs les plus proches des villes, à moins que ce soit des congrégations enseignantes, mais là c'est un autre sujet, parce que les congrégations enseignantes féminines sont régies par leurs propres règles, etc., indépendamment des communautés rurales, et qu'il n'y a jamais de village, sauf rarissime exception, où il n'y aurait qu'une maîtresse d'école et pas de maître d'école. Et si au fond, ce sont presque toujours des hommes, c'est tout simplement parce qu'on demande aux maîtres d'école d'être bedeaux, sacristains, chantres, autrement dit d'aider le curé dans l'administration des sacrements, y compris au cœur de l'Église, et que cette exigence-là défendait aux femmes d'exercer la fonction de maître d'école telle qu'on la concevait dans les campagnes. Merci. Cette conférence très éclairante, nous n'avons pas voulu le temps passer, mais il y a quand même encore un peu de temps pour les questions si le public souhaite prendre la parole. Il n'y a pas besoin du micro pour les questions puisque nous avons maintenant une sonorisation qui permet de nous en passer. Voilà. Est-ce que les filles allaient autant à l'école que les garçons? Alors c'est une réponse à laquelle on peut répondre assez simplement par deux types de sources différentes. Les sources officielles, administratives, que ce soit celles des évêques sous l'Ancien Régime, celles des autorités révolutionnaires ensuite, parce que les évêques n'y peuvent rien, mais il y a mixité des sexes dans les classes. Et les évêques ont ça en horreur. Et ils font tout pour interdire la présence de filles et de garçons dans la même salle de classe, et ils n'y arrivent jamais. Et les autorités révolutionnaires essaieront aussi, elles n'y arriveront jamais. C'est-à-dire que ces écoles de village sont mixtes, il y a des garçons et des filles. Dans quelle proportion? C'est un peu plus dur de le savoir, mais on a des listes d'écoliers, notamment de la période révolutionnaire, et on se rend compte qu'il y a toujours des filles dans les classes villageoises, entre 30 et 50% des élèves sont des filles. Et en gros, c'est quasiment, dans certains cas, c'est 1 sur 2. Un écolier sur 2 est une fille. Et vraisemblablement, par contre, elles sont plus que les garçons cantonnées dans cette alphabétisation restreinte qui est simple décodage de textes qui sont déjà su par cœur, par contre. Oui. Bon, c'est anachronique, mais est-ce qu'il y avait quand même le concept d'acquis fondamentaux, comme lire et écrire, compter? Alors, parce que tout ce que vous avez dit, c'est très géopolitique quand même, en fait. Mais parce qu'il n'y avait pas de niveau d'éducation quand même, donc il n'y avait pas de programme. Mais alors, est-ce que c'était les villageois qui...
Ils mettaient le focus sur tel ou tel type de... En fait, ce qu'on attend de l'école, il y a deux choses différentes dans la réponse. Ce qu'on attend de l'école à l'échelle locale, dans la pratique, c'est l'école, elle sert à lire, à écrire et à compter. C'est les rudiments, quoi. Ce qu'on appelle les rudiments à l'époque. Plus des savoirs religieux. Le maître d'école, il assure aussi des leçons de catéchisme 2 ou 3 fois par semaine. Il va aussi apprendre éventuellement des chants d'église. Il va aussi amener ses écoliers à la messe, etc. Mais il n'y a pas d'attente au niveau collectif. Ce qu'on attend, c'est que tout le monde sache, sous l'Ancien Régime, apprendre par cœur et décrypter avec la lecture, tant bien que mal, les principales prières chrétiennes. Dans les communes ça ne changera pas dans les communes qui ne sont pas révolutionnaires sous la Révolution. Dans les communes révolutionnaires, on attendra la même chose, mais autour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au fond. Après, l'attente à l'échelle locale, elle se fait surtout au fond autour des attentes des parents. Par exemple, les notables de village, ils estiment que leurs enfants doivent savoir mieux que les autres et que leurs enfants, ils doivent trôner au sommet de la hiérarchie scolaire villageoise comme eux trônent au sommet de la hiérarchie politique villageoise. C'est une sorte de distinction culturelle qui se noue dès l'école. Donc là, c'est au niveau individuel parce qu'il n'y a pas de programme commun quelque part qui serait valable pour tous au-delà de la lecture religieuse. Pendant la Révolution, la loi du 19 décembre 1993, la première loi scolaire, elle est très vague, je vous ai dit, c'est faudra apprendre la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution. Les autres lois, la Canale et Donou, sont plus précises. La plus précise, c'est la loi Lacanal. Et elle est même encyclopédique. Il faudra apprendre l'histoire naturelle, la géographie, machin, etc. Et la loi Donou sera un peu plus vague, c'est lire, écrire, compter, la morale républicaine, mais on attend quand même des administrations départementales qu'elles fixent, je vous ai dit, des règlements pour les écoles du département. Et les administrations départementales précisent les savoirs qui devront être enseignés. Et là, ils sont censés être enseignés à tous, indistinctement, qu'on soit en ville ou au village, et quel que soit le village, et quel que soit le statut social de l'enfant. Et c'est ça qui ne marche pas. Parce que c'est ça qui heurte, pas en ville, mais au village, c'est ça qui heurte les pratiques héritées. Alors, oui. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit à la fin, là, sur le fait que le maître d'école vient assister vraiment un peu dans ces fonctions de sacrement. Et du coup, je me demande, dans les villages qui sont fortement imprégnés dans la religion réformée, le rôle du maître d'école. Parce qu'on sait que les subterfuges dans le mois que les familles protestantes utilisent pour vivre leur foi tout en restant civilement, si on peut dire, intégrés au village, comment ça se manifeste? Est-ce que ça se manifeste en fait finalement? Alors, ça se manifeste par deux façons. Alors déjà, on sait que sur les territoires qui sont théoriquement régis par l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes, normalement, tout le monde doit être catholique. C'est pas le cas, notamment dans le midi de la France. Et ce qu'on observe, c'est que dans le midi, les territoires qui sont marqués par une forte minorité protestante, c'est aussi souvent là où il y a le plus d'écoles. Tout simplement parce que c'est lié au précepte même de la religion réformée sur la sola scriptura et la sola fide, être capable de lire soi-même, etc. La différence aussi, c'est que dans ces villages-là, évidemment, on n'apprend pas à lire sur le latin, mais directement dans la langue vernaculaire, puisque le protestantisme, le latin, ça ne le concerne pas. Donc c'est aussi ce qui fait que dans ces villages marqués par le protestantisme, on observe des taux d'alphabétisation complète beaucoup plus élevés qu'ailleurs, parce qu'il y a cette exigence-là de la religion. Mais on retrouve quand même, oui, dans ces villages protestants, des choses qui sont assez similaires. Le meilleur observatoire pour le voir, c'est le seul endroit où le protestantisme est autorisé, c'est-à-dire l'Alsace, où, comme on l'a intégré post-révocation de l'édit de Nantes, eh bien, les communautés luthériennes sont encore autorisées à administrer leur culte, moyennant la présence obligatoire dans les paroisses d'une église catholique, même quand il y a peu de fidèles catholiques. Et ce qu'on observe dans ces villages-là, c'est que en fait, les communautés luthériennes et les communautés catholiques recrutent chacune séparément un maître d'école. Donc il y a dans la même communauté, l'école est dédoublée. Maître d'école luthérien, maître d'école catholique. Par contre, ces deux maîtres d'école sont rémunérés par les finances collectives de l'ensemble du groupe villageois.
Et les deux sont très attentifs à ce qu'un maître d'école ne soit pas plus avantagé que l'autre, qu'ils ne prennent pas plus d'argent sur le trésor communal que les autres. Et puis on leur assigne des fonctions communes qui sont liées au simultanéum, parce qu'en Alsace, un même bâtiment sert à la fois d'église catholique et de temple protestant. Et donc en fait, par exemple, ils devront sonner alternativement les cloches quand l'orage vient, un coup le maître protestant, un coup le maître catholique. Ils devront nettoyer alternativement le temple. Et puis on attend du maître d'école catholique qui soit chantre à l'église sur le plein chant liturgique en latin, mais on attend du maître d'école luthérien qu'il chante les cantiques notamment, qui sont eux en langue vernaculaire, etc. Mais donc il y a vraiment cette fonction-là, on la retrouve un peu sur une sorte d'équilibre. Et ce qui est intéressant en Alsace, c'est qu'il y a les deux, en plus les deux dans la même paroisse. Voilà. Et ça se passe assez bien. Je veux dire, où il n'y a censément plus que la religion catholique, même si 50% de la population reste protestante dans le particulier. Est-ce que les enfants de ces familles fréquentent tout de même l'école ? Oui. Alors, le problème, c'est que c'est les villages qui sont les moins bien renseignés parce qu'on essaie de ne pas trop faire de bruit quand même. Mais oui, et c'est pour ça aussi que, alors je prends un seul exemple, mais dans le district de Cray, dans la Drôme, on est vraiment dans la vallée de la Drôme, à l'endroit où la présence protestante est la plus forte. Il y a 47 communes dans ce district, il y a 43 écoles à l'époque. 43 écoles sur 47, c'est vraiment quand même une présence maximale. Et toutes ces écoles sont très fréquentées. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas que les catholiques. Mais après, c'est difficile de dire exactement ce que les uns et les autres y faisaient. Mais manifestement, quand on est à 83 écoliers dans la commune d'Aoust-sur-Scie, voilà, c'est qu'il n'y a pas que les enfants catholiques qui y sont scolarisés. Voilà. Difficile d'être plus précis. Oui. Ma question, elle est un peu dans ce sens. C'était à propos. Est-ce que vous avez noté des disparités régionales ou est-ce que les disparités sont liées aux grilles religieuses ? Il y a des disparités régionales, mais elles sont assez intéressantes. Alors, elles sont parfois infrarégionales. C'est quelque chose que Michel Vauvel, par exemple, avait déjà souligné pour la Provence. Les communautés protestantes en Provence sont les plus alphabétisées. Par contre, là où il y a le plus d'écoles, c'est dans les communautés catholiques. Tout simplement parce qu'on a essayé de mettre une pression scolaire forte pour essayer de jouer le rôle de médiateur de l'Église, de l'école. Mais par contre, là où l'école est la plus dense, le réseau scolaire le plus dense, c'est dans les milieux catholiques, et c'est pourtant là que l'alphabétisation est la plus faible. Et si l'alphabétisation est la plus faible à cet endroit-là, c'est tout simplement parce que ce qui prédomine ici, c'est le modèle de la lecture religieuse et non pas d'une alphabétisation complète. Après, il y a quand même des nuances régionales fortes. Alors, le plus simple, c'est de renvoyer à la canonique étude du recteur Maggiolo de la fin du XIXe siècle, qui avait recensé les signatures au bas des actes de mariage pour essayer d'établir la carte de l'alphabétisation. Et il avait montré que dans le tiers nord-est du royaume, au nord de la fameuse ligne Saint-Malo-Genève, la France était beaucoup plus alphabétisée, y compris dans les campagnes, qu'au sud. Les historiens en ont longtemps conclu qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'écoles au nord-est qu'au sud. C'est pas ce que disent les archives. Par contre, ce qui semble, c'est qu'il y a eu des variations du système de charité paroissiale entre le nord et le sud. Au nord, les communes avaient souvent des ressources communales, notamment des terres communales, etc., qui assuraient des rentrées d'argent, qui permettaient d'assurer une scolarisation un peu plus large, à un peu plus d'enfants qu'au sud, où les ressources collectives étaient plutôt plus réduites. Donc les principes de la solidarité paroissiale ont pu changer et entraîner des variations aussi de l'alphabétisation. Mais même au nord, ce qu'on remarque, c'est que là où les enfants de laboureurs, des paysans les plus favorisés, là où les enfants d'artisans dans les villages sont quasiment scolarisés, sont quasiment alphabétisés à 100% à la fin du XVIIIe siècle, ils savent lire, écrire, etc. Les enfants des ouvriers journaliers, des manouvriers, des manœuvres, etc., eux, il y a toujours quasiment moins d'un enfant sur deux de ces classes inférieures des villages qui savent signer à la fin de l'Ancien Régime et même pendant la Révolution. Donc même là où a priori l'alphabétisation est la plus élevée, il y a une différence sociale qui est en fait très forte. Voilà. Oui. J'avais deux questions, vous venez de répondre à la première, puisqu'effectivement, j'ai constaté dans le cœur de en Haute-Marne, il y avait beaucoup plus de signatures, y compris de laboureurs, que chez les autres régions, on va venir. J'avais une question sur quelle langue est enseignée. Parce que j'avais en tête que on avait en 1830 ou à peu près, l'interdiction par exemple, je suis un peu pour ça,
Alors, donc dans cette période-là, c'est quoi la règle? La règle, elle est simple. Et alors là, l'Église avait plutôt renforcé cette tendance-là avant la Révolution. C'est qu'on enseigne, et le maître d'école, l'instituteur, parle dans la langue de la société. C'est-à-dire que du côté des Flandres, on parle en flamand. En Bretagne, l'école paroissiale dans les villages, elle se fait en bas breton, très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'école, c'est vraiment pour les coqs de village, pour les notables de village, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est là que se construit leur distinction future, et il y a une distinction culturelle acquise par l'école. Et ce qu'on voit par exemple en Bretagne, je vais reprendre le cas de la Bretagne puisque ça vous est cher, en Bretagne, la petite école, que ce soit sous l'Ancien Régime ou la Révolution, elle se fait donc au village en breton. Par contre, il y a quelques enfants qui sont les enfants des gens les plus aisés du village qui, après l'école au village, sont envoyés en ville, à Quimper par exemple, pour suivre une autre étape de leur scolarisation. Une étape de la scolarisation qui doit leur permettre d'apprendre le français. Parce qu'en ville, on enseigne en français, y compris en Bretagne. Et ça veut dire que ces enfants-là, des notables du village, ensuite, quand ils vont revenir au village, eux, ils sauront parler, lire et écrire le français en plus du breton. Et ça les pose d'emblée dans la figure d'intermédiaire entre la communauté et l'État, puisque le français, c'est la langue de l'État. Alors, la Révolution, elle va brièvement, en 94-95, j'en ai pas parlé, j'en parle dans le livre et j'ai pas eu le temps d'en parler, elle va brièvement essayer pour les régions qu'elle appelle à idiomes régionaux, donc il y a la Bretagne, il y a les Flandres, il y a le Pays Basque, il y a les confins de l'Italie, la Corse, etc., évidemment l'Alsace aussi. Elle va adopter une loi particulière qui est présentée par Barrère au nom du Comité de salut public, qui est une loi qui vise à implanter, en plus des instituteurs publics de la loi du 19 décembre 1993, des instituteurs de langue française qui devront se rendre spécialement dans les villages. C'est une loi qui est faite que pour les villages. Et ces instituteurs de langue française devront venir des villes pour deux raisons. Un, parce que les villes sont plus patriotes, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine, plus républicaines que les villages. Deux, parce que les villes sont francophones. Et ils devront venir des villes pour enseigner dans les villages. Et n'y enseigner que le français, avec interdiction d'enseigner et d'utiliser la langue bretonne auprès des enfants. Les enfants devront obligatoirement être scolarisés dans leur classe. Et en plus de ça, donc ils apprendront en même temps le français, la déclaration des droits de l'homme, lire, écrire, compter, tout ça. Et en plus de ça, une fois par décade, chaque décadie, l'instituteur de langue française venu de la ville devra faire une conférence décadaire, où il expliquera aux villageois, cette fois dans la langue régionale au départ, donc le breton en Bretagne, les lois qui auront été adoptées par l'Assemblée nationale pour que les paysans soient informés des lois qui auront été adoptées. Cette loi, elle va être appliquée pendant 1 an, mais en fait, on observe quoi dans son application? Qu'il est impossible de faire classe à des enfants en Bretagne sans parler bas breton, parce que quand on arrive, ils ne comprennent pas le français. Donc en fait, au début, on essaie de trouver des moyens où on fait des petits exercices de version. On donne des textes bretons à traduire en français à traduire en breton, comme si on a pu le connaître dans les cours de latin. Et puis on essaie de les encourager avec des distinctions patriotiques. Il y a un instituteur, l'instituteur de Pouldrezic, qui, pour essayer de stimuler les enfants à apprendre le français, leur remet des petites cocardes bleu, blanc, rouge pour ceux qui ont le mieux appris à parler le français. Et comme ça devient une sorte de petit ambassadeur de la cause nationale à l'école et dans le village. Mais en fait, en gros, passé l'été 94, il n'y a plus personne qui se présente dans les classes et c'est le fiasco. Voilà. Oui. Il en est de l'enseignement par les congrégations? Alors, pour ce qui est de l'enseignement pour les congrégations, je ne l'ai pas abordé au sens où c'est un autre sujet de recherche en soi, mais les congrégations, les congrégations masculines, par exemple les frères des écoles chrétiennes, sont massivement implantées en ville. Et en ville, il y a des écoles congréganistes, il y en a d'ailleurs pour les filles ou les garçons, hein, et j'insiste sur le fait que par contre en ville, congrégation ou pas congrégation, il y a au moins autant de maîtresses d'école que de maîtres d'école. La spécificité masculine, elle est vraiment rurale. Et donc en ville, il y a des congrégations pour les garçons ou pour les filles. Incontestablement. Des congrégations pour les garçons dans le monde rural, sauf rarissime exception qui m'aurait échappé, on n'en voit pas. Par contre, on trouve des congrégations pour les filles dans certaines campagnes, mais très souvent quand même, ce sont dans les campagnes qui sont les plus proches des villes, et c'est quand même
pas du tout, loin s'en faut, même le cas majoritaire. Par ailleurs, les congrégations enseignantes sont interdites le 18 août 1792, elles sont dissoutes littéralement. Un certain nombre des membres des congrégations enseignantes, hommes ou femmes, vont faire le choix à ce moment-là, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que ça, de se convertir dans l'enseignement public ou privé ensuite, c'est-à-dire continuer leur fonction d'enseignement dans le cadre scolaire légal défini par la Révolution. D'autres vont faire le choix de l'exil. Certains traverseront plus ou moins bien la Révolution, et quand je dis moins bien, c'est-à-dire que certains vont périr pendant les massacres de septembre, par exemple à Paris. Certains se réfugient en Italie, à Rome ou ailleurs. Mais souvent, en fait, ils ont cessé d'enseigner avant même août 92. Ils ont cessé d'enseigner à partir du printemps 91, c'est-à-dire à partir du moment où on leur demande de prêter serment à la Constitution et où la plupart d'entre eux refusent. Et ceux qui acceptent de prêter serment, c'est ceux ensuite qui vont accepter de continuer à enseigner dans les écoles qui seront bâties par la Révolution. Et les autres, soit se retireront chez eux, soit prendront le chemin de l'exil. Oui. Vous disiez au début que ce qui vous a fait entrer dans le sujet, c'était vraiment le dualisme école publique, école privée. Pour autant, enfin si je me trompe pas, le titre de votre ouvrage était plutôt maître d'école. Donc je me demandais, est-ce que cet angle d'approche de maître d'école était dû à l'existence de gisements documentaires, ou est-ce qu'il y avait autre chose dans ce choix? En fait, le dualisme scolaire public-privé est à la fois mon point de départ et mon point d'arrivée. C'est-à-dire que c'est mon point d'interrogation de départ à partir duquel ma problématique finalement s'est construite, à partir de laquelle je suis parti dans les archives pour essayer de comprendre. Simplement pour démêler ce problème-là, comme je l'ai dit, il a fallu repartir en arrière dans le temps, il a fallu observer le rapport des communautés à leur école, essayer de le comprendre. Et c'est en essayant de le comprendre ensuite que je reviens à la question du dualisme scolaire public-privé, comme je l'ai fait dans cette conférence, pour montrer que c'est précisément dans ce rapport des communautés villageoises à leur école que se joue le succès des écoles privées. Mais en ayant été obligé de repartir en arrière pour essayer de comprendre, au-delà du seul dualisme scolaire public-privé, quel était le rapport des communautés villageoises à leur école, le sujet a débordé d'une certaine façon. Et il a débordé au point que la question, c'était le maître d'école, la question c'était aussi les communautés villageoises, parce qu'au fond, peut-être que l'acteur principal de ce sujet et de ce livre, c'est pas tellement le maître d'école, ce sont les communautés villageoises qui sont au cœur de l'intrigue et l'acteur principal de ce sujet-là, parce que c'est elles qui sont aux commandes ou qui cherchent à l'être et qui finissent par réussir à l'être. Et donc, dans ce titre-là, il me semblait que finalement, tout était un peu résumé. Alors, à vrai dire, ma plus grosse hésitation a été maître d'école ou instituteur. Moi, je préfère instituteur que maître d'école. Mais comme chronologiquement, la période révolutionnaire, c'est 10 ans, alors que le reste du livre parle quand même des 40 années précédentes, j'ai choisi maître d'école. Mais le maître d'école du village, plutôt, par exemple, que le maître d'école au village, parce qu'il me semblait que dans cette formule-là, en apparence d'une banalité confondante, il y avait quelque chose subtilement qui pouvait passer, le maître d'école du village, parce que c'est celui du village, au sens où le village a l'impression que c'est le sien, littéralement. Voilà. Et que c'est cette clé-là aussi qui permet de comprendre le succès des écoles privées à la fin de la Révolution. Oui. Sur quelles archives vous êtes basé sur... Alors c'est un grand problème parce qu'il y a des fois des sujets, on a de la chance, on a des séries documentaires homogènes, une enquête bien cohérente qu'on pourrait dépouiller en faisant quelques élargissements documentaires par-ci par-là. Il n'y avait rien de tel pour ce sujet-là. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de mobiliser les archives nationales autant que je pouvais parce que ça permettait de voir large dans le pays. Le problème, c'est que les archives nationales sur ce sujet-là avaient surtout des archives d'époque révolutionnaire plutôt que des archives d'Ancien Régime, ou alors les archives d'Ancien Régime étaient surtout plus proches de Paris. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi ça avec les dépouillements dans 11 dépôts départementaux que j'ai essayé de choisir de façon un peu équilibrée, nord, sud, est, ouest, mais en même temps des territoires de présence protestante, des territoires de présence de la langue bretonne. Il y a le Finistère dans mes départements d'études, par exemple, des départements de haute alphabétisation, de faible alphabétisation, de grande culture, de paysages bocagers. Bref, j'ai essayé de faire un truc équilibré. Et là, j'ai pris
tout ce qui pouvait me permettre de voir les maîtres d'école. C'est-à-dire qu'il y a des procès-verbaux de visite pastorale d'évêques, il y a des rapports administratifs, il y a des délibérations villageoises, des registres de baptême, mariage, culture, des enquêtes administratives, des correspondances privées. Il y a même, il est celui qui est le plus à droite là-bas, un journal écrit au jour le jour par un maître d'école d'une commune qui est dans l'Oise aujourd'hui, à Sille, en Mulquien. Donc vraiment, j'ai essayé de faire feu de tout bois. C'était long, c'était fastidieux, mais voilà, je crois qu'il fallait passer par là pour essayer de les trouver là où ils étaient, autant que faire se pouvait. Voilà. Est-ce que vous avez l'intention de pousser jusqu'au directoire? Enfin, la période de flottement entre la fin de la Révolution et puis la... Alors le directoire, c'est même le plus gros chapitre du livre. En termes de pages, je pense que, et en termes de signes, parce que quand on fait un livre, on pense en termes de signes, il y en a des... À un moment, il faut réduire. Le directoire, vraiment la période 1795-1799, et même en réalité, parce que si on y revient, la cohérence, c'est printemps 95, printemps 1802, au moment où entre en vigueur la loi napoléonienne. C'est là qu'il y a la cohérence, c'est vraiment le gros du sujet, parce que c'est là qu'il y a les écoles privées. Avant, elles n'existent pas. Et c'est là aussi d'ailleurs où on a le plus de documentation, parce que qui dit forte centralisation administrative dit qu'on produit des sources, et là, cette fois, on en produit. Est-ce que la question, j'imagine, serait donc plutôt, est-ce que je vais m'intéresser à la période consulaire et impériale? Non. Directoire. Alors, très clairement, le directoire, qui est la fin de la Révolution, c'est... Une évolution, des changements Alors, avant Napoléon. ah oui, il y a des changements au sens où on observe un peu moins d'originalité dans les pratiques pédagogiques dans les villages républicains. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, les petits défilés militaires ou les petits clubs jacobins, ou, tout ça, c'est des choses qu'on voit surtout en 93-94, on serait tenté de dire au firmament de la Révolution, voilà. Mais sous le directoire, on continue encore de voir des choses. Les instituteurs amènent leurs enfants aux fêtes civiques, en tout cas les instituteurs les plus républicains. Certains font prêter serment de haine à la royauté, par exemple, à leurs élèves. On utilise encore beaucoup dans les villages républicains des textes républicains. Et alors là, parfois, il y a une sorte de mélange des mondes qui horrifie l'administration, parce que, alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en 98-99, quand on finit par se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques, l'État va quand même demander qu'on aille un peu voir là-dedans ce qui se passe. Donc il va y avoir des visites. Et donc cette fois, on sait un peu les livres qui sont utilisés là-dedans. Et quand ces premiers visiteurs, ces sortes de premiers inspecteurs de l'histoire de la République française arrivent dans les écoles, alors parfois ils trouvent que des livres religieux, parfois ils trouvent que des livres républicains, souvent ils trouvent un mélange des deux, assez déroutant. Alors ils demandent aux instituteurs de détruire les livres religieux, mais bon, soyons honnêtes, une fois qu'ils sont repartis, les livres religieux restent. Et puis parfois, ils découvrent des choses qui les horrifient encore plus que les livres religieux. Pendant le directoire, en 1798-99, c'est quand ils arrivent et qu'ils voient des enfants qui ont entre les mains la Constitution, mais celle de 1793. Et pas celle de 1795. Et alors là, c'est horreur, plus encore que les livres religieux. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les visiteurs déchirent littéralement devant l'instituteur et les élèves la Constitution de 93, celle qui donne le droit à l'insurrection, la citoyenneté à tous, etc. Par contre, ils ne détruisent pas les livres religieux. Mais la Constitution de 93, oui, voilà, par exemple. Donc oui, ça c'est au cœur du livre. Voilà. Oui. L'ambition, le projet de poursuivre pour la période consulaire. Alors, il me semble quand même qu'en 1802, on entre dans une autre histoire qui est l'histoire de l'école au XIXe siècle en réalité. Et elle est un peu mieux connue des historiens déjà. C'est l'histoire d'abord de la reprise en main napoléonienne, alors avec un désintérêt initial pour les écoles primaires, parce que la concentration des efforts est sur les lycées, je l'ai dit. Puis après, on va créer l'université impériale. Dans le cadre de l'université impériale, Napoléon va quand même rétablir les congrégations enseignantes, notamment les frères des écoles chrétiennes, que, en gros, et je schématise à très grands traits, mais pendant le premier tiers, voire même quasiment la première moitié, on va dire la première moitié du XIXe siècle, l'Église catholique prend sa revanche quand même. C'est-à-dire qu'elle récupère les positions perdues, et même elle récupère plus que les positions perdues aussi. Et puis après arrivent les lois Guizot, tout ça. Donc en fait, on entre dans un terrain qui est à la fois mieux connu et qui se joue sur des données assez différentes. Donc moi, je suis plutôt un historien du XVIIIe siècle et de la Révolution. Donc pour l'instant, alors autant j'ai pu écrire ponctuellement jusqu'à la loi Fallou et toutes ces choses-là, mais c'est pas le cœur de mon sujet. Voilà.